Alors bonjour, bienvenue à ce 9e cours de littérature française du Moyen Âge à la Renaissance, consacré à la Renaissance, contexte socio-historique. C'est le cours que j'annonçais la semaine dernière, qui va nous servir de toile de fond pour les prochaines semaines, puisque jusqu'à la fin du trimestre, c'est de ça dont on va parler. On va revenir ponctuellement sur certaines questions du Moyen Âge, certains auteurs, certains événements, mais pour l'essentiel, on va se confiner au 16e siècle, dont on va parler abondamment aujourd'hui. Alors, je vais partager tout de suite avec vous le PowerPoint du jour. Voici. Et commencer par le sommaire. Alors, comme d'habitude, 3 points à l'ordre du jour, à commencer par le Nouveau Monde. On va voir que la Renaissance est marquée par la découverte d'un nouveau monde. Deuxième point consacré à l'humanisme, un courant qu'il convient de définir parce que c'est surtout de lui dont on va parler dans les prochaines semaines. Et enfin, un mouvement qui, lui, n'est pas littéraire, mais plutôt philosophique, voire théologique, qui s'appelle la Réforme et qui est souvent lié à la Renaissance, au mot Renaissance. Souvent, on parle de Renaissance et Réforme. C'est le nom d'une revue à laquelle je participe d'ailleurs à titre de membre du comité éditorial. C'est quelque chose qu'on associe souvent et on va voir pourquoi. Alors, premier point tout de suite, le Nouveau Monde. Commençons par dire que la Renaissance est une période de l'histoire européenne où s'est manifesté un intérêt renouvelé pour les arts et la culture de l'Antiquité. Alors, on commence par une définition, on commence par se poser la question qu'est-ce que la Renaissance? Et on commence par déclarer d'emblée que ce n'est pas un concept qui date tout à fait du 16e siècle, ni même du siècle précédent. Enfin, c'est quelque chose qui a été défini, comme c'est souvent le cas, dans la théorie littéraire ou en l'histoire littéraire plus tardivement. Et en l'occurrence, comme pour le mouvement humaniste, c'est au 19e siècle qu'on va conceptualiser ces courants. Alors, l'humanisme comme courant, la Renaissance comme période, c'est deux phénomènes qu'on va identifier au 19e siècle. Donc, on est un petit peu dans l'anachronisme, si on veut, là, de parler de Renaissance et d'humanisme à la Renaissance sans préciser ça, que c'est des thèmes, que c'est des dénominations postérieures. D'accord? C'est pour ça que je commence par le dire. Ça ne veut pas dire que le mot n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir sous la plume de certains auteurs le mot humaniste apparaître, mais on ne se reconnaît pas encore dans un courant cohérent. C'est a posteriori qu'on l'a identifié, qu'on l'a retracé, qu'on a nommé ses chefs de file et qu'on a explicité ses ambitions, ses enjeux esthétiques, philosophiques, théologiques, etc. Donc, cette précision étant faite, on peut avancer un petit peu. On part de cette définition sommaire de la Renaissance, comme de cette période de l'histoire européenne, qu'on n'a pas encore située tout à fait dans le temps. On est, je le disais tout à l'heure, au 16e siècle, mais quoi encore? Est-ce que c'est le 16e siècle du début à la fin? Est-ce que ça commence un peu avant le 16e siècle? Est-ce que ça déborde sur le 17e siècle? Comme pour le Moyen Âge, il faut nous entendre sur une chronologie qui va nous servir au moins là, de convention. Là. On sait qu'il y a différentes définitions de la période. Il y a d'abord une Renaissance italienne, qui est la première et qu'il nous faudrait situer dans le temps. Il y a une Renaissance française, celle qui nous intéresse et dont on va parler essentiellement aujourd'hui dans les prochaines semaines. Il y a une Renaissance anglaise aussi. On pourrait avancer l'idée qu'il y a une Renaissance espagnole également. Et à chaque fois, il faudrait préciser la chronologie qui n'est pas exactement la même. Alors, ça ne correspond pas pour tout le monde au 16e siècle. Alors, on va se poser la question d'emblée, quand débute-t-elle cette Renaissance? Est-ce qu'on la situe, la Renaissance française, en même temps que la Renaissance italienne, qui correspond essentiellement au Trecento, Quattrocento et Cinquecento, donc 14e siècle, 15e siècle italien et 16e siècle? Ou est-ce qu'on l'a fait commencer en 1450? 1450, date à laquelle on commence à expérimenter sur les travaux d'impression. Hein. C'est Gutenberg qui commence à développer les techniques d'imprimerie qui vont aboutir à l'invention de la presse qui va révolutionner vraiment l'époque et favoriser la diffusion des livres à bas coût. Alors, est-ce que c'est 1450? Est-ce que c'est 1453, la chute de l'Empire romain d'Occident? Ça marque la fin du Moyen Âge. Ça serait cohérent de dire qu'après cette période, la Renaissance, la période suivante, commence. Alors, ça se défendrait très bien. On avait avancé aussi, au début du trimestre, la date de 1492
pour marquer la fin du Moyen Âge. On disait que ça se défendait aussi. Effectivement, 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Il se passe quelque chose d'assez révolutionnaire quand on en tire toutes les conséquences. Est-ce que c'est 1515 pour la France? Parce que 1515, c'est l'avènement de François Ier. C'est le début d'une nouvelle dynastie, celle des Valois, qui va changer beaucoup de choses pour la vie politique française. Et c'est certainement le prince le plus emblématique de la Renaissance. Et ce n'est pas pour rien que j'ai derrière moi son château. Alors, si je suis à Chambord en ce moment, c'est chez François Ier. C'est le château qu'il a fait construire après une victoire éclatante dans la bataille de Marignan en Italie vers 1519, peu de temps après son couronnement. Alors, pour célébrer cette victoire, il fait construire ce magnifique château qu'il a habité 70 jours au total dans toute sa vie. Là. Ça, c'est un petit peu triste de penser à tout l'argent qui a été investi là-dedans pour être si peu utilisé. Et à sa suite, il n'y a pas eu grand roi pour y séjourner. Trop loin, pas commode pour ceux qui veulent aller à Paris et séjourner à Paris le plus souvent. Alors, 1515, c'est une date qui se défend, ça se tient tout à fait. Je vois qu'il y a une question qui est posée. A-t-il aussi construit Fontainebleau? Oui, effectivement, et Fontainebleau sera son château de prédilection. Alors, il a plusieurs domaines, François Ier, et Fontainebleau, c'est sans doute celui qu'il préfère à cause de la proximité de la ville, mais en même temps, une distance suffisante pour qu'il ne se sente pas menacé. Il y a des bois tout autour, il peut chasser, il peut aussi courir les jupons, ce qu'il aime bien faire, ce qu'il faisait aussi à Chambord volontiers. Alors, il y a plein de raisons d'aimer Fontainebleau et c'est un château magnifique que j'invite à visiter. Je l'ai visité moi-même il n'y a pas 2 ans, en 2018, avec ma famille, l'été. Première destination, on arrivait en Paris. La première chose qu'on a fait, on est allé tout de suite à Fontainebleau. Je l'avais déjà visité jeune, à 18 ans, mais j'étais content d'y retourner. Et c'est un magnifique château qui ne ressemble pas exactement à celui-là. Je vous le montrerai tout à l'heure. Là, j'ai d'autres images de ça. Je pense que j'en ai une ici, juste pour le plaisir, puisqu'on parle de ça. Et que Luc, c'est-tu un écran vert que vous avez ou c'est la fonction non, Zoom? non, c'est Zoom qui permet ça. Ah, OK, OK, OK. Ah non, je ne l'ai pas. J'ai un autre château de François Ier. Je vais vous le laisser quand même. C'est Amboise. Alors, c'est un autre château où il a habité et d'autres rois aussi à sa suite, avant lui également. C'est un château pas très loin. Ce sont tous des châteaux de la vallée de la Loire. Et si vous avez l'occasion de vous promener dans ce coin-là, c'est vraiment magnifique. Alors, pourquoi je vous montre ça, pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est associé, bien sûr, à cette période très faste qui est la Renaissance, où des gens comme François Ier vont faire construire de magnifiques châteaux, de magnifiques bâtiments. Et donc, 1515, cette date qui marque l'avènement du règne de François Ier, ça tient la route comme le début de quelque chose. Il se passe des choses du point de vue culturel, du point de vue intellectuel, du point de vue politique, qui vraiment marquent un changement de régime par rapport au Moyen Âge. Alors, on n'a pas du tout le même rapport au pouvoir, au peuple, aux enjeux politiques, aux conflits, aux relations diplomatiques, et on pourrait dire que c'est un point tournant. Donc, 1515, ça serait une période tout à fait, une date tout à fait acceptable pour faire débuter notre Renaissance française. Et là, après avoir dit ça, on va se poser la question du moment où ça se termine. À quelle époque elle se termine, cette fameuse Renaissance? Est-ce que c'est 1598? Et je vous dirai plus tard, et j'en parlerai dans le cours aussi de l'hiver prochain, le cours de littérature du 7e et 18e siècle, parce que c'est un événement très important pour cette période-là aussi. Je vous parlerai de l'édit de Nantes que va promulguer le roi Henri IV. Quand on sera rendu là, je vous dirai en quoi ça consiste. Et ce qui marque vraiment un moment important dans la vie politique française. Alors, on pourrait dire que la Renaissance se termine là, parce que ça vient mettre un terme aux guerres de religion, notamment. Mais on pourrait aussi tout bonnement dire, ben non, ça finit en 1600, puis le 17e siècle commence en 1601. Voilà. Mais on pourrait aussi suggérer que la mort d'Henri IV en 1610, sous les coups de couteau de Ravaillac, alors Henri IV meurt assassiné, que c'est aussi la fin de quelque chose et que l'ordre politique va s'en trouver bouleversé durablement. Donc, pour la Renaissance, on commence en 1515, demande Marc-André Bergeron. Eh bien, c'est vrai, je n'ai pas encore tranché. Hein? J'ai dit toutes ces réponses sont valables, mais pour nous, on va s'entendre sur une convention très simple. La Renaissance française, c'est le 16e siècle. Alors, ça commence de façon pas arbitraire, mais un peu banale, en 1501 et ça se termine en 1600. Alors, c'est ça la période que nous, on retient. Mais en admettant que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent est valable,
que tout ça fonctionne, que tout ça tient la route, que tout ça est défendable. Et vous allez voir que d'un historien à l'autre, chacun a son interprétation. Maxime, vous avez levé la main. Donc, ça dure juste 1 an? 1 an, 100 ans, excusez-moi? Oui, 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 c'est un Ah siècle oui, pour la juste Renaissance 100 ans? française. Oui, on a l'impression que ça s'est étendu dans le Oui, temps parce qu'il y a tellement de 300 ans, production oui. artistique, littéraire, sculpturale, architecturale, musicale aussi, qu'on a l'impression que ça s'est étendu au-delà. Et dans les faits, c'est vrai parce que la Renaissance, elle déborde un peu partout en Angleterre. Et en Angleterre, c'est plutôt au 17e siècle qu'elle s'exprime. En Espagne aussi, un peu plus tardivement. Et donc, ça distorsionne notre perception. On a l'impression que la Renaissance, elle dure 3, 4 siècles. Et si on se rapporte à l'Italie, ça tient la route aussi, parce que la Renaissance italienne commence au 14e siècle. Donc, on peut dire qu'il y a une période en Europe qui correspond donc à la Renaissance là, au sens large, qui commencerait donc au 14e siècle et qui se poursuivrait jusqu'à la fin, enfin, jusqu'à la fin du 16e, début du 17e siècle. Mais pour nous, la Renaissance française, c'est vraiment le 16e siècle. Et on va voir qu'il y a une coupure quand même qui intervient du moment que l'esthétique classique va se développer, qu'on va entrer dans la rivalité de ces deux esthétiques baroques et classiques dont on va parler abondamment à l'hiver prochain. J'ai vu une question passer. Rosalie demande, pour reprendre la question de Mégane, l'examen sera-t-il en ligne? Je n'avais pas vu passer la question de Mégane. Merci, Rosalie, d'attirer mon attention là-dessus. Oui, l'examen va être en ligne. Le questionnaire va être déposé sur Moodle et vous allez télécharger le questionnaire et vous allez répondre aux questions sur votre ordinateur. Après quoi, vous allez disposer d'une période de 4 heures pour le faire, là, 4 heures, 5 heures peut-être. Et après quoi, vous allez m'envoyer simplement votre examen ou le déposer sur Moodle comme vous le faites pour les autres travaux. Alors, on en parlera abondamment quand on va se rapprocher. Je vous comprends d'angoisser là-dessus. Le temps passe et on veut voir venir. Mais je vous rassure, ce n'est pas un examen particulièrement difficile. Il y a des gens qui en viennent à bout en l'espace d'1 heure et demie. D'autres vont faire de l'excès de zèle et vont y mettre 3, 4 heures. Mais ce n'est pas un examen difficile et c'est un examen qui, pour toute personne qui aurait suivi le cours jusqu'au bout, qui aurait assisté à toutes les représentations, qui aurait regardé un tant soit peu l'anthologie, le PowerPoint qui accompagne chacune des périodes, s'en tire très bien. Vous avez là l'essentiel, avec bien sûr les lectures qui sont suggérées, enfin qui sont imposées, obligatoires, Montaigne et Rabelais. Si vous avez une petite idée de ce dont il s'agit, vous allez très, très bien réussir cet examen-là. Mais bon, il ne faut pas que je commence à déborder parce qu'on n'en finira plus. Alors, on s'entend donc pour dire que la Renaissance, pour nous, c'est le 16e siècle français, en admettant qu'elle s'étend plus longuement pour l'Italie. Enfin, elle se termine au moment où la Renaissance française commence, à proprement parler, mais enfin, elle déborde du cadre historique, ce n'est pas exactement la même chronologie. Alors, on disait que la pensée de la Renaissance, la Renaissance, c'était une période de l'histoire européenne où s'est manifesté donc un intérêt renouvelé pour les arts et la culture de l'Antiquité, mais on n'a pas commenté exactement ce dont il s'agit, et là, on va le faire abondamment dans ce qui va suivre. On va commencer par reconnaître que la pensée de la Renaissance est marquée par une remise en cause des certitudes et par la découverte d'horizons nouveaux. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est ce dont je vais vous parler dès à présent. On découvre à la Renaissance, ou on redécouvre à la Renaissance, tout un trésor enfoui, caché, dissimulé par les scories du Moyen Âge, de savoir antique. Alors, on va se lancer très rapidement à la chasse aux manuscrits et on va essayer de restituer les textes des anciens, ceux de Cicéron, de Pline, de Sénèque, de Lucien, etc., tels qu'ils étaient à l'époque de la Grèce antique ou de la Rome antique, sans l'intervention des moines copistes du Moyen Âge qui ont ajouté leurs commentaires et qui ont spolié ces copies de façon démesurée, exagérée, et qui, de copie en copie, ont appauvri finalement le manuscrit. On va chercher à redécouvrir ces textes, à les restaurer, à les éditer et à les diffuser en employant justement ce moyen formidable que nous offre l'imprimerie. Alors, ce mouvement
d'intérêt renouvelé pour les arts et la culture de l'Antiquité. Ça ne concerne pas seulement la littérature, ça concerne aussi l'art sculptural. On va remarquer l'expertise des statuaires, des statuaires grecs, des sculpteurs grecs, et on va vouloir reproduire ça. Chez les Latins aussi, c'est assez formidable. On va vouloir reproduire les techniques, les déduire à partir de l'observation. Et donc, il y aura tout un travail pour redécouvrir les principes derrière ces productions artistiques, architecturales aussi. Comment est-ce que les Romains ont pu construire des temples aussi magnifiques, des constructions qui tiennent encore debout. J'ai visité le pont du Gard il y a 2 ans encore, et c'est magnifique. C'est un aqueduc qui tient encore quelques 1000 ans après sa construction. Je dis 1000 ans, c'est plus que ça encore. C'est quand même phénoménal que les constructions romaines tiennent si longtemps alors qu'on n'est pas fichu de faire une autoroute qui dure 10 ans. Alors, c'est quelque chose de formidable, et on le comprend à la Renaissance qu'il y a quelque chose de brillant à ces civilisations gréco-latines, et on veut s'en inspirer pour fabriquer des choses, des productions artistiques et aussi un monde meilleur. Parce qu'on croit qu'on peut, à partir de ça, faire mieux en s'appuyant sur les enseignements de ces géants de l'histoire, de la philosophie, de la peinture, de la sculpture, de la littérature. Alors, ça va en même temps nous confronter à toutes sortes de problèmes, de difficultés. C'est-à-dire que en redécouvrant ces textes anciens, ceux de Platon, ceux d'Aristote, ceux de Cicéron éventuellement, Sénèque, Plutarque, on va voir entrer en collision les principes défendus, illustrés par l'Église, et ceux développés par les philosophes. Aristote, qui vit bien sûr avant la naissance du Christ et qui ne l'a pas connu, qui est un auteur païen, donc, dit plein de belles choses, mais ces choses sont parfois en contradiction flagrante avec l'enseignement de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça avait été un petit peu gommé, ça, par les moines copistes qui s'arrangeaient pour toujours essayer de réconcilier le savoir antique avec la théologie moderne. Et c'était tout le travail de la scolastique, ce défi de rationaliser le plus possible la philosophie en la confrontant à la théologie, puis en donnant toujours le meilleur, où la vérité était toujours du bord de la théologie, bien sûr, mais on essaie d'en récupérer le plus possible. Et là, on se rend compte que tout ça, ça vient polluer un petit peu l'horizon, et on veut restituer les idées de Platon telles qu'elles étaient accessibles à l'époque des Grecs, de ses disciples, de ses lecteurs, de ses commentateurs, et ça va entraîner tout un effort intellectuel qui va ébranler un peu nos certitudes, qui va nous amener à douter peut-être du bien fondé de certains principes religieux, de la bonne foi même de l'Église en matière de savoir, en matière de philosophie, en matière de toutes sortes d'enjeux intellectuels. Alors, vous voyez comment ce mouvement au départ, qui est un mouvement animé par la curiosité intellectuelle, de retour aux sources, va entraîner certaines difficultés. Ça va avoir des conséquences. Et parmi ces difficultés, des tensions de plus en plus nombreuses avec l'Église. On commence par un de ces horizons nouveaux que j'évoquais à l'instant quand je disais que la pensée de la Renaissance était marquée par une remise en cause des certitudes et par la découverte d'horizons nouveaux. À quel horizon est-ce que je pensais? Ben, voici un premier horizon. Alors, la pensée, ça c'est la diapositive que j'aurais dû présenter avant. La pensée de la Renaissance est marquée par une remise en cause des certitudes. Alors, vous avez ici une illustration, c'est un tableau qui représente Nicolas Machiavel, qui est l'auteur du Prince, vous savez, ce traité de politique machiavélique qui se résume à un principe, la fin justifie les moyens, qu'on retrouve sur les tables de chevet d'à peu près tous les politiciens modernes, là, et même René Lévesque ne faisait pas exception, Pierre-Éliott Trudeau et d'autres encore, et s'en cachait pas. Ce n'était pas une honte, c'est un traité très pragmatique. C'est sûr qu'on peut lire ça aujourd'hui puis être un peu scandalisé, mais il faut admettre qu'il avait bien compris, c'est très actuel effectivement, le caractère de la bête et notamment très actuel en regard de ce qui se passe en ce moment. Et oui, Joliane dit même sur la table de chevet de ma mère, oui, c'est étonnant les gens qui ont pu lire ça, c'est que c'est un traité qui est somme toute très, très accessible et c'est ce qui est étonnant de lire des textes de la Renaissance comme ça, c'est de les trouver si facile à lire
par rapport au Moyen Âge, qui est parfois plus difficile d'approche, il y a beaucoup de textes de la Renaissance qui sont vraiment immédiatement intelligibles. Je ne parle pas de Rabelais nécessairement, je ne parle pas de Montaigne non plus, mais il y a de ces textes comme ça, comme Le Prince, en traduction en particulier, qui sont vraiment faciles à comprendre. Maxime, vous avez levé la main? Il s'est inspiré de Borgias, hein? Le pape, je pense, c'est ça? Oui, ben, entre autres, parce qu'il commente les contemporains les différents princes autour de lui. Et oui, effectivement, je pense qu'il trouve son inspiration de ce côté-là. Ce n'est pas toujours des enfants de cœur. Hein. Si vous avez suivi la série télévisée, je pense que c'est ça, les Borgia, justement. On raconte un peu les frasques de cette famille. Et si vous avez vu les autres séries là, autour des papes de l'époque, qui avaient une vie dissolue au possible, des maîtresses qui étaient engoncées dans des histoires d'assassinat, des complots meurtriers, des choses comme ça, c'était vraiment pas des symptômes, pour ainsi dire. Et c'est un peu honteux là, quand on regarde tout ça, et c'est rigoureusement exact. Hein. Ils ont vécu des vies vraiment dissolues, les papes de l'époque. Et ben, Machiavel vit à cette époque et rend compte de ça dans sa réflexion politique. Alors, tout ça, ça mène à remettre en cause certaines idées, et notamment l'infaillibilité du pape et le caractère absolument juste dans toutes circonstances de l'Église. On se rend compte que même les princes de l'Église sont capables d'errer, de faire des erreurs. Et s'ils sont capables de faire des erreurs, c'est qu'ils peuvent s'être trompés ailleurs aussi. Et peut-être même souvent, et peut-être même partout. Et ça, c'est très angoissant, parce que si on ne peut plus faire confiance à l'Église, qu'est-ce qui nous reste? Machiavel, dit Philippe, à la tête d'un cannibale qui mange ses victimes avec un verre de lait. Oui, c'est vrai que j'y confierais pas mes enfants pour les garder ne serait-ce qu'un soir. Il est un peu inquiétant. Il y a des tableaux qui sont un peu plus flatteurs pour lui, là, mais là-dessus, j'avoue qu'il est un peu inquiétant. Alors, on y va avec les horizons nouveaux dont je vous parlais tout à l'heure. Le premier horizon nouveau qui s'ouvre avec la Renaissance est permis par l'invention de l'imprimerie, en fait. Et ça se réalise, ça se développe autour de 1400-1455, au moment où Gutenberg va expérimenter avec différentes techniques d'ancrage, de presse, de caractères typographiques. Il va faire fondre des métaux pour voir quels sont les meilleurs métaux pour forger des petits caractères dans des moules. Et les techniques qu'il développe vont servir encore jusqu'au 19e, 20e siècle. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il a fait. Cela dit, il ne faut pas lui donner tout le mérite. Avant lui, il y avait eu d'autres expérimentations, et notamment chez les Chinois. Les Chinois avaient expérimenté avec l'impression et de fort belle façon, et ça donnait des trucs très, très efficaces. Puis on pouvait distribuer des pamphlets comme ça, très rapidement imprimés par différents mécanismes, notamment des tablettes en bois sur lesquelles on gravait les caractères, puis après ça, on trempait ça dans l'encre, et puis on pouvait reproduire à l'identique des caractères, des textes entiers. Donc, il ne faut pas s'imaginer que Gutenberg a tout inventé, mais les techniques qu'il va perfectionner avec la presse vont permettre, la machine donc à presser le papier, là, puis à presser les caractères, vont permettre un ancrage régulier et très, très rapide qui permet de diffuser des volumes à une vitesse là, phénoménale. Imaginez-vous qu'entre 1450 et 1500, alors que l'Europe compte 100 millions d'habitants. L'Europe au complet, c'est 100 millions d'habitants à cette époque-là. Il va s'imprimer 20 millions de livres. Ça, c'est quand même beaucoup. Pour 100 millions d'habitants, 20 millions de livres qui vont être imprimés et diffusés à la grandeur du territoire. C'est considérable. Et ça va exploser encore plus après ça parce qu'au début, on s'est donné beaucoup de mal avec l'impression. On essayait de reproduire le plus possible les manuscrits du Moyen Âge qui étaient richement illustrés avec des enluminures et tout et tout. Et on voulait rivaliser avec ça. On ne voulait pas que la nouvelle technologie ait l'air moins bonne que l'ancienne technologie, l'atelier de moines copistes là, qui reproduisait à l'identique des manuscrits, mais en faisant un effort d'ornementation extraordinaire. Et donc, les incunables, les premiers livres imprimés, ont ceci d'intéressant qui sont très jolis souvent, mais ne sont pas efficaces. Alors qu'à partir du 16e siècle, on va abandonner cette manie de vouloir toujours faire parfait et joli, et on va distribuer toutes sortes de livres, des fois imprimés à la va-vite, dans des conditions exécrables, et qui vont mal se conserver, mais qui vont permettre la diffusion rapide de pamphlets, de livres,
toutes sortes. Alors ça, c'est très, très intéressant. Ce n'est pas une révolution à sous-estimer, c'est une des révolutions les plus importantes de l'histoire de l'humanité parce que ça va mettre entre les mains de tout le monde le savoir. Tout le monde va avoir accès rapidement à des choses qui étaient hors de portée de l'atteinte et notamment très rapidement, parce qu'un des premiers textes qu'on va imprimer, là, c'est la Bible. Alors, la Bible de Gutenberg, qu'on peut voir encore, la Bible de 42 lignes, c'est comme ça qu'on l'a appelée parce qu'elle faisait 42 lignes là, par page. On peut voir encore, si vous visitez à Mayence, le musée Gutenberg. Gutenberg est né à Mayence, Mainz, en Allemagne. J'ai visité ça aussi il y a 2 ans. J'ai fait tout un pèlerinage. Et vous pouvez voir dans une voûte qui est vraiment protégée comme une banque. C'est une voûte avec des portes en acier là, pour protéger contre le feu, contre le vol aussi. Vous pouvez voir dans la pénombre, parce qu'on ne veut pas que la lumière en endommage, une de ses premières Bibles imprimée par Gutenberg. Et ça va vraiment tout changer parce qu'à partir du moment où tu mets entre les mains des fidèles le texte qu'ils n'avaient même pas le droit de lire et que tout le monde a le droit de lire, là, on va se mettre à réfléchir un petit peu. Ah, c'est intéressant, ça, on n'en a jamais parlé de ça. On parlait d'Adam et Ève, on parlait de Jésus-Christ, mais on ne parlait pas de ces passages où Dieu se choque, qui dit, bon, allez dans cette ville, ils ont péché contre moi et tué tout le monde. Et là, ben, on se rend dans la ville et puis on tue tout le monde, en fait, les hommes, hein, on ménage les femmes et les enfants, on n'est quand même pas des barbares, et on revient vers Dieu en disant, ben voilà, le travail est fait. Mais non! Vous avez laissé les femmes et les enfants vivants. Il faut retourner et tuer tout le monde. J'ai dit tout le monde. Et là, on lit des trucs comme ça, puis on est un peu ébranlé. On se dit, ben attendez, Dieu n'est pas infiniment bon et miséricordieux. Il semble étonnamment vengeur et agressif dans l'Ancien Testament. Et ça nous interroge. On se pose des questions. On se demande pourquoi on ne nous présente pas ce visage-là de Dieu à l'Église, à la messe, dans l'enseignement religieux en général. Alors, vous comprenez comment tout ça, ça va provoquer des bouleversements. Alors, remise en cause des certitudes, du moment que l'imprimerie met entre les mains de tout le monde des textes auxquels ils n'avaient pas accès autrement, ça devient problématique. Et beaucoup de ces livres vont être interdits, beaucoup de ces livres vont se vendre sous le manteau. Et ce n'est pas seulement des trucs pornographiques, parce qu'il y en a très tôt, là, c'est un des premiers trucs qu'on va imprimer, des récits grivois et autres, mais aussi des textes polémiques de toutes sortes, des textes qui remettent en cause les enseignements de l'Église. Alors, ça pose problème. Et ça va créer toutes sortes de tensions, toutes sortes de niveaux de propagande où chacun va tâcher de faire valoir sa petite philosophie et ça va entraîner un choc réel là, des idées. Pour le meilleur et pour le pire. Alors, bien sûr, ça favorise l'éducation, ça va favoriser la connaissance et je pense que c'est associé à un progrès indéniable. Il faut le reconnaître, mais ça ne s'est pas fait sans heurts, ça ne s'est pas fait sans confrontation, sans difficulté, sans choc des idées, et ça a eu des conséquences notamment au niveau de la réforme dont on va parler et des guerres de religion. Alors, l'imprimerie, donc, rend possible cette diffusion plus large des textes. Ça va être une entreprise commerciale. Il y a des gens qui vont faire de l'argent avec ça. Il y a des auteurs qui vont faire de l'argent avec ça. C'est nouveau, ce commerce des livres à grande échelle. On les vendait aussi au Moyen Âge, mais jamais avec une possibilité de distribution aussi étendue. Il y a des enjeux économiques intéressants là, et des enjeux, bien sûr, aussi politiques, rhétoriques, professionnels aussi à travers tout ça. Autre horizon nouveau qu'entraîne la Renaissance, ou que permet la Renaissance, qui s'ouvre à la Renaissance, eh bien, la découverte de l'Amérique, qui va obliger les Européens à réviser leur conception du monde. Alors là, il faut mettre quelque chose au clair. Quand Christophe Colomb débarque en Amérique en 1492, d'abord, il débarque en premier, c'est une des premières îles où il a mis le pied, c'est Cuba, je pense que c'est la deuxième. Et après ça, c'est la République dominicaine, en fait, ce qui correspond aujourd'hui à Haïti. Et il va appeler ce territoire-là Espagnola. Il pense qu'il est parvenu aux confins des Indes, parce que c'est ça son idée au départ. Il s'en va chercher une route plus rapide pour rejoindre les Indes, l'Asie en quelque sorte, pour y faire du commerce. Alors, au nom du roi, il se lance dans cette campagne, cette exploration, avec l'idée là, de favoriser les voies commerciales. Il n'a pas conscience, Colomb, en 1492, ni dans les voyages subséquents, qu'il a découvert un nouveau continent. Alors, il faut faire attention quand on dit l'ancien monde en découvre un nouveau, ce n'est pas Colomb qui va tirer toutes les conséquences de ça. L'Amérique ne s'appelle pas
Amérique pour rien. Elle s'appellerait Colombie, si ça avait été Colomb qui en avait tiré toutes les conséquences. Elle s'appelle Amérique parce que c'est un certain Amerigo Vespucci qui, au début du 16e siècle, un Italien, un Florentin, va, lui, le premier, alors qu'il débarque au Brésil, réaliser qu'il est sur un autre continent et que l'Ancien Monde en a découvert un autre. Et ça change tout. Et ça change tout parce que ce nouveau continent, personne n'en avait jamais parlé avant. L'Ancien Testament n'en fait pas état. Le Nouveau non plus, à bien y penser. Et il y a plein de peuples qui vivent là, qui n'ont jamais entendu parler d'Adam, Ève, Jésus, etc., etc. Ni de la grâce, ni du Dieu unique, ni du Saint-Esprit, ni du diable. Et tout d'un coup, on se dit, ça se pourrait-tu que l'Église se soit fourvoyée à ce point? Qu'elle ait pu enseigner que la Terre était ainsi, d'abord elle était plate, et qu'il y avait eu au départ création du paradis terrestre, duquel avait été évincé Adam et Ève, etc., avec toute l'histoire de la généalogie qui s'ensuit, et qu'on ait complètement échappé ce pan important de l'humanité, ces tribus autochtones, entre guillemets, de sauvages, qu'on découvre en Amérique. Joliane, vous avez levé la main? Oui, est-ce que vous pouvez redire le nom de la personne qui a vraiment découvert l'Amérique comme étant un nouveau pays? Amerigo Vespucci. Je ne suis pas sûr de la graphie, là. Je vous laisse regarder ça. Vespucci, c'est Vespuchi, je pense. Et Amerigo, c'est d'où le nom Amérique, hein, Amerigo Vespucci. Ça va devenir l'Amérique parce qu'il l'a découvert. Et c'est vraiment lui qui en tire toutes les conséquences. Et ça change tout parce que c'est un choc. C'est un choc brutal. Parce que là, on se rend compte que l'Église, donc, s'est trompée. Elle n'a pas vu venir ce nouveau monde. Elle n'a pas non plus pris en compte le fait qu'il y avait toute une société humaine qui s'était développée dans l'ignorance complètement de la révélation. D'une certaine façon, c'est une manne extraordinaire. Bonjour les missionnaires qui vont débarquer bientôt pour sauver ces âmes vouées à la damnation parce qu'ils ignorent tout. Mais en même temps, c'est quand même gênant. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens qui occupent le territoire, mais qui, on va le découvrir assez rapidement, sont très gentils par ailleurs, et tellement gentils qu'ils se laissent abattre facilement. Ils opposent très peu de résistance. Ils ne sont pas très avancés technologiquement, donc on a juste à débarquer avec des canons, des fusils, et puis très rapidement, on va les exterminer. Et quand ce n'est pas avec les armes, ça va être avec la biologie. C'est-à-dire qu'on va importer dans ce nouveau monde des virus, des microbes qu'ils n'avaient jamais connus, ces peuples, et qui vont les tuer dans des proportions dramatiques. On parle d'un véritable génocide. 90%, je pense, de la population autochtone va être décimée pendant les premières décennies de la colonisation. C'est une catastrophe sans nom. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, aux États-Unis, on déboulonne les statues de Christophe Colomb et des autres. Parce que réaliser pour ces peuples et pour ceux qui en sont les héritiers aujourd'hui, ceux qui sont des descendants de ces tribus autochtones, là, réaliser le mal que on leur a fait. Non seulement on a volé leurs terres, on a pris toute la place, mais en plus, on les a exterminés presque jusqu'au dernier. Et après ça, comme c'était passé, on s'est employé à les assimiler, parfois dans une politique délibérée. Alors, on les a traités comme des esclaves, enfin, on les a assujettis même à l'esclavagisme. Et c'est sans fin, là, le mal qu'on a pu leur faire. Alors, on peut comprendre la colère de ces peuples aujourd'hui. Ça vient de là. Donc, ce choc-là est aussi très important. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. C'est quelque chose qui ébranle les certitudes, encore une fois. L'Église s'est trompée. Elle n'avait pas vu venir. Maintenant, comment on corrige le tir? Comment on en tire profit de ça? Et la première idée, ça va être d'en profiter de façon commerciale. On va s'intéresser à de l'or. Les Autochtones disent, oui, il y a beaucoup d'or ici. Si vous voulez, on peut vous amener. On va vous montrer. Il y a des endroits où on se penche puis on peut ramasser de l'or. Ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de dire quand ils ont annoncé ça aux premiers colons. Et ça va devenir, bien sûr, un enjeu très important de la conquête de l'Amérique, les ressources qu'on va vouloir exploiter. Alors, ça, c'est un horizon qu'on ne peut pas dédaigner. Il y a un autre horizon nouveau qui s'ouvre au niveau céleste, c'est l'astronomie qui se développe. Nicolas Copernic, un Polonais d'origine, qui a vécu de 1473 à 1543, va écrire un traité des révolutions des orbes célestes
qui place le Soleil au centre du mouvement circulaire des planètes. Alors, ça peut paraître insignifiant comme ça parce que pour nous, c'est évident. La Terre tourne autour du Soleil, on le sait depuis longtemps, même si 20% des Américains, bon an, mal an, quand on les sonde, et ceci explique cela, répondent avec fermeté que c'est clair que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Alors, il y a 20% des Américains qui sont convaincus, bon an, mal an, d'un sondage à l'autre, que le Soleil tourne autour de la Terre. Et ça correspond à l'observation quotidienne. Le Soleil se lève, le Soleil se couche. Alors, ça va de soi que c'est le Soleil qui tourne. Mais d'autres, avant eux, avaient compris que ce n'était pas comme ça que ça se passait. Et Copernic fait partie de ceux-là. N'allez pas penser qu'il est le premier à avoir cette intuition-là. Encore une fois, les Grecs avaient tout compris avant les autres. Un certain Aristarque de Samos, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, un astronome grec, avait déjà avancé l'hypothèse que le Soleil était au centre de l'univers et que la Terre tournait autour du Soleil. Et il avait même déduit le mouvement de la Terre sur elle-même. C'est-à-dire que non seulement la Terre tourne, mais elle tourne aussi sur elle-même, ce qui explique le jour et la nuit, la fréquence de 24 heures approximativement du jour et de la nuit. Enfin, la succession des jours et des nuits. Alors, Copernic, qui a eu vent de ses travaux, sans doute, et qui a lu Ptolémée, un autre astronome grec du IIe siècle après Jésus-Christ, celui-là, va avancer cette thèse assez iconoclaste parce que l'Église n'admet pas cette idée. L'Église dit clairement que Dieu a créé le monde pour l'homme et il l'a placé au centre de la création. Alors, l'homme est au centre de l'univers. La Terre, c'est le centre de l'univers et tout tourne autour. Et c'est normal parce que Dieu a créé ça pour l'homme. Alors là, tout d'un coup, on arrive puis on va décentrer ça un petit peu. On dit, bien, c'est pas exactement ça. En fait, l'homme n'est pas au centre de l'univers. La Terre elle-même n'est pas au centre de l'univers. Elle n'est qu'une planète parmi d'autres, comme Mars, comme Mercure, comme Vénus, qu'on connaissait déjà, qui tourne autour du Soleil. Et vous savez, quand on y pense bien, ça explique beaucoup mieux le mouvement des planètes, parce que Ptolémée, au IIe siècle, s'était lancé dans des explications hyper compliquées pour justifier le mouvement des planètes qui semblait, si on partait du principe que tout ça tournait autour de la Terre, qui semblait aller dans un sens et puis dans l'autre, avancer, reculer et faire des tours sur elle-même. Et ça ne marchait pas du tout. Alors, Copernic, lui, arrive avec une solution beaucoup plus élégante. Il dit, ben non, la Terre tourne autour du Soleil, comme les autres planètes, et c'est beaucoup plus logique. Et les mathématiques qui vont avec tombent sous le sens. C'est beaucoup plus cohérent. Mais il a conscience, Copernic, en avançant ceci, qu'il est en train d'aller à rebours des enseignements de l'Église. Et on est à l'époque où sévissent encore les tribunaux d'inquisition, où on peut finir sur le bûcher pour avoir avancé quelque chose d'hérétique qui va à rebours de l'enseignement de l'Église. Et Copernic l'a bien compris, de sorte qu'il va s'arranger pour que son livre « Des révolutions des orbes célestes » soit publié après sa mort. Excellente idée, parce que après lui, Galilée, qui reprend les mêmes idées, on va lui faire un procès et on va le condamner, on va le menacer de mort. On va dire, Galilée, si tu n'abjures pas tes hérésies, si tu continues à t'entêter à dire que la Terre tourne sur elle-même, qu'elle tourne autour du Soleil, on va te mettre sur un bûcher et t'exécuter, c'est clair. Et Galilée a choisi entre ses idées, la vérité et sa vie. Et il va faire le choix intelligent, je pense, de choisir d'abjurer en disant « Ah non, ben non, j'ai refait mes calculs, puis finalement, je me suis trompé. C'est pas du tout ça qui se passe. C'est bien sûr la Terre qui est au centre de l'univers, puis c'est le Soleil qui tourne autour. Et pourtant, elle tourne, dit Maxime. C'est ce qu'on fait dire souvent dans les images qui représentent Galilée. C'est ce qu'il a dit à mot couvert pour lui quand on l'a confronté en procès. Et pourtant, elle tourne bien. Je dois reconnaître que je me suis trompé, là, mais pourtant, elle tourne. Alors, il l'a dit à mot couvert, mais il avait absolument raison. Et c'est drôle parce que beaucoup plus tard, en fait, dans les années 80, je pense, le pape Jean-Paul II s'est excusé officiellement au nom de l'Église envers Galilée, à titre posthume, en disant « ben, on s'était trompé. Vous aviez raison, Galilée. » Ça a pris quand même quelques siècles. Hein? Ça n'a pas été évident. Ce n'est pas facile pour l'Église de reconnaître ses erreurs. Alors ça, c'est une révolution aussi parce que qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que là-dessus aussi, l'Église s'est trompée. Ça veut dire qu'on n'est pas si important que ça. Peut-être que l'homme n'est pas le centre de l'univers. Peut-être que l'homme n'est pas le centre de la création. Et si c'est le cas,
Peut-être qu'il existe d'autres planètes comme la nôtre, peut-être qu'elles sont peuplées de gens comme nous aussi, et tout est remis en question. Et parmi ceux qui vont imaginer des scénarios aussi rocambolesques, il y a un certain Giordano Bruno, qui lui aussi va être menacé d'excommunication, à qui on va faire un procès, et qui va choisir, lui, entre l'idée d'abjurer ses hérésies ou de s'y tenir jusqu'à la mort. Il va choisir la mort, et il va finir sa vie sur un bûcher au tournant de l'an 1600. Parce qu'il est convaincu d'avoir raison. Et sur le crucifix qu'on lui présente pour qu'il se réconcilie ultimement avec Dieu, alors qu'il est sur le bûcher et qu'on met le feu autour de lui, il choisit de cracher sur le crucifix en disant « Non, vous avez tort, j'ai raison ». Il avait avancé, entre autres idées révolutionnaires, que l'univers était fini, que la Terre n'était pas le centre de l'univers, qu'il y avait d'autres planètes comme celle-ci, peuplées sans doute comme celle-ci, et avait développé une conception très proche de ce qu'on pourrait appeler le panthéisme, cette idée que Dieu se confond avec la nature. Alors, c'était un esprit très, très révolutionnaire. Il y avait aussi quelques idées plus folles que ça, mais je retiens juste les idées sympathiques qui l'ont mené donc à mourir pour ses idées. C'est quand même aller très, très loin. Donc, Copernic qui va révolutionner un petit peu la pensée scientifique et inviter à la réflexion et à l'expérimentation. Est-ce qu'on peut mesurer scientifiquement cette hypothèse? Est-ce qu'on peut confirmer ou infirmer ce que Copernic a avancé? Oui, sans doute, mais c'est dangereux parce que si on l'apprend, on va sans doute nous faire un procès. C'est une période un peu difficile. Comme autre horizon nouveau, ouvert par la Renaissance, il y a l'anatomie qui va permettre la redécouverte du corps humain. Redécouverte parce qu'on l'avait déjà exploré, le corps humain. Il y a eu des médecins fameux dans l'Antiquité comme Galien pour pratiquer des autopsies et comprendre comment fonctionnait le corps, grosso modo, les organes et tout, les identifier, les représenter. Mais c'est interdit voilà, par l'Église au Moyen Âge et on n'a pas le droit de faire des recherches comme ça. C'est assez macabre, on s'entendra, là, d'aller déterrer des gens au cimetière pour les ouvrir puis pratiquer des autopsies. Parce que c'est ce qu'on fait, hein. Il n'y a pas de don de corps à la science puisque c'est interdit. Et au départ, on fait ça de façon incognito. Et parmi ceux qui vont réaliser des planches anatomiques à la Renaissance, très, très précises et très précieuses, il y a un certain Léonard da Vinci. Et pour y arriver, il a fallu qu'il travaille sur des cadavres. Et pour avoir des cadavres, il a fallu les déterrer. Alors, à l'improviste, comme ça, on sort et on déterre le cadavre d'une femme morte en couche et on réalise une coupe de l'utérus extrêmement précise, où on détaille vraiment le placement du fœtus, le cordon ombilical et tout, avec des détails extrêmement précieux pour l'avancement des connaissances, mais qui mettent en péril le dit Léonard de Vinci, parce que si on lui avait mis la main au collet en flagrant délit comme ça aurait été extrêmement dangereux pour lui, là. Il aurait été confronté à la justice assez rapidement. J'ai vu passer une question, je regarde ça tout de suite. Donc, ça renvoie à l'avancée de la médecine et de la science. Oui, tout à fait. Quand on parle de nouveaux horizons, c'est des nouveaux horizons scientifiques qui sont ouverts à cette époque, et pas seulement au niveau de l'astronomie, mais aussi au niveau de l'anatomie, où on va découvrir toutes sortes de choses parce qu'on va se permettre de pratiquer des autopsies, même si c'est défendu. Ça va finir par être autorisé là, quand on va voir l'intérêt qu'il y a là-dedans. On va développer des nouvelles pratiques qui vont permettre de sauver des vies. On n'a pas une conscience très, très détaillée de ce que c'est que le sang, la circulation du sang et tout encore, et on ne sait pas ce que sont les micro-organismes. On présume qu'il y a des agents infectieux, mais on ne sait pas comment les expliquer. On n'a pas fait de mesures à cet égard-là. On n'a pas de microscope. Ça va prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus de siècles avant qu'on tire toutes les conséquences de ça. Mais on avance. On avance. Et associé à cette idée de renaissance, il y a une foi très grande dans le progrès, et notamment le progrès de la connaissance, le progrès scientifique. Du moment qu'on se met à expérimenter, tout est permis, tout est possible. Alors qu'au Moyen Âge, on n'expérimentait pas. On suivait les enseignements d'Aristote qui avait tout pensé, tout déduit par lui-même, sans faire d'expérimentation, juste par le pouvoir de sa pensée, puis on s'en tenait à ces vérités-là. Mais la Renaissance ne saurait se contenter de ces enseignements, même si elle révère Aristote comme les autres. Elle veut mettre les faits à l'épreuve et c'est notamment à travers des entreprises scientifiques comme celle-là qu'elle y parvient. Bon, je m'étends un peu longuement, il va falloir que j'avance. L'autre horizon
nouveau, qui cette fois-ci concerne l'art, c'est la découverte de la perspective qui va permettre l'illusion tridimensionnelle en peinture notamment. Alors, Rosalie demande, donc ça renvoie, oui, OK, c'était la réponse à ma question. La perspective qui permet l'illusion tridimensionnelle en peinture, il faut regarder un peu des œuvres du Moyen-Âge pour se rendre compte qu'il n'y avait aucune notion de perspective. Quand vous voyez des tableaux du 13e siècle, par exemple, qui représente des chevaliers près d'un château, vous allez remarquer, on l'avait vu quand on a parlé du roman de la Rose, là, il y avait des gens qui étaient représentés, qui étaient plus loin de nous, mais qui étaient plus gros que ceux qui étaient plus près de nous. Alors, soit c'est des géants, soit le peintre avait zéro conscience de la perspective, parce que ce n'est pas normal. Il ne doit pas avoir en arrière-plan des personnages qui sont plus grands que ceux qui sont au premier plan. Alors, on va développer des techniques scientifiques même, pour expliquer comment reproduire l'illusion tridimensionnelle à partir d'un point de fuite et de lignes convergentes qui vont permettre donc au regard là, de suivre toutes les lignes d'un tableau. Toute la composition est faite en fonction de ces lignes convergentes vers un point de fuite qui donne une illusion tridimensionnelle. Et parmi les fondateur de cette technique, un certain Donatello, pas le type des Tortues Ninja, mais l'artiste sculpteur qui va expérimenter ça, notamment sur des bas-reliefs. Alors après, ça va passer en peinture, ça va être expérimenté par plusieurs, perfectionné par d'autres, qui vraiment vont amener la peinture de la Renaissance à un degré là, de sophistication extraordinaire. Et depuis, ça fait école. Il n'y a personne qui, aujourd'hui, en peinture, ignore qu'est-ce que c'est que la perspective. On ne peut pas peindre, on ne peut pas dessiner convenablement sans ce principe-là. Alors, c'est très important. Alors, une autre révolution considérable. On arrête le topo sur les horizons. On voit bien que ça touche différents aspects de la connaissance pour parler maintenant un peu des monarques, des princes qui vont marquer cette renaissance, qui vont la faire, cette renaissance, du point de vue politique à tout le moins, parce que c'est aussi surtout une affaire d'artistes et d'intellectuels, mais il ne faut pas oublier de mentionner qui sont les mécènes, les parrains de ces artistes qui vont les encourager, les faire venir, comme par exemple François Ier. Alors, je parle de François Ier, qui a séjourné, entre autres, au château de Hermois et à l'autre de tout à l'heure, Chambord, parce que François Ier fait venir justement à Amboise, et là, je suis juste à côté de l'endroit où habitait l'artiste en question, un certain Léonard da Vinci. Vers la fin de sa vie, Léonard da Vinci est appelé par le roi de France à venir travailler pour lui, et il emporte dans ses valises, si on veut, entre autres la Joconde, entre autres son fameux tableau qui représente Saint-Jean-Baptiste, la Vierge et l'Enfant, etc., etc. Et tous ces trésors vont un jour aboutir au Louvre. Et il va finir sa vie, donc, au Clos Lucé, juste à côté du château d'Amboise, à quelques pas d'où habite le roi la plupart du temps, parce que François Ier est absolument fasciné par le génie de cet homme et veut encourager finalement les innovations au niveau pictural, au niveau architectural aussi. C'est à lui qu'il va confier la conception d'un escalier pour le château de Chambord, entre autres. Et si vous visitez le château Chambord, vous allez voir cet escalier magnifique qui a été conceptualisé, qui a été dessiné par Léonard da Vinci, et plein d'autres choses encore. Il avait une admiration considérable pour les scientifiques, pour les artistes, et voulait les attirer autour de lui. Et il avait développer cette fascination pour l'art, pour la sculpture, pour la peinture italienne à la faveur de ce qu'on appelait les guerres d'Italie. Alors, pendant plusieurs décennies, et ça a commencé avant François Ier avec Charles VIII et à sa suite Louis XII, la France va mener des guerres de conquête où on multiplie les incursions en Italie avec des prétentions dynastique, c'est-à-dire qu'on dit, ouais, ben mon arrière-grand-mère, l'arrière-grand-mère de François Ier, c'était une Italienne, et donc le territoire milanais lui revient en héritage normalement, et donc il a certaines prétentions dynastiques à ces territoires, mais c'est aussi parce qu'ils veulent étendre leur empire et piller les trésors d'Italie. Alors, ils vont multiplier comme ça les incursions, et ça va être l'occasion d'un contact avec cette civilisation très avancée,
la civilisation de la Renaissance italienne, où là, les Français sont gaga devant les réalisations architecturales, sculpturales, artistiques et autres. Ils regardent autour d'eux et ils disent, c'est vachement plus beau qu'en France. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose chez nous? Et une façon de faire la même chose chez nous, c'est de faire venir les grands artistes italiens, euh, parfois sous la menace, d'autres fois avec une pension très grasse. Et parmi ceux-là, Léonard da Vinci, Benvenuto Cellini, un sculpteur extraordinaire, des architectes qui vont vraiment venir enrichir le patrimoine artistique français. Donc, on lui doit beaucoup à François Ier pour ça, entre autres choses. On retiendra différents épisodes de sa vie. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Il a eu un règne un peu tourmenté parfois par des circonstances de toutes sortes et entre autres par des conflits militaires qui n'étaient pas toujours bien menés. Ce n'est pas un grand général, François Ier. Et il va connaître une défaite gênante en 1525, la fameuse défaite de Pavie, c'est en Italie encore une fois, où il a la mauvaise idée de placer ses cavaliers derrière son infanterie. Alors, c'est une très mauvaise idée parce que l'infanterie ne peut pas tirer. Il y a les cavaliers qui sont juste devant. Alors, c'est vraiment mal utiliser ses ressources et ça va le condamner à la défaite. Et non seulement la défaite, la capture. Il va être capturé par le camp ennemi et livré en pâture à son ennemi de toujours, l'empereur Charles Quint. Charles Quint qui ne sait pas quoi faire avec le roi de France parce que si on attente à sa vie, on va mettre en maudit les Français qui vont vouloir se venger. Alors, est-ce qu'on veut vraiment ouvrir une guerre avec la France? Mais en même temps, là, le roi, on va le garder, mais c'est très embêtant. Et il l'amène à Madrid avec lui, dans son château. Il va être traité royalement avec toutes les considérations qu'on doit à un monarque de son rang, mais en même temps, il est en captivité. Et cette captivité va durer pendant 1 an. Une année pendant laquelle on va négocier avec l'empereur pour s'entendre sur une rançon à payer. Et finalement, François Ier va dire, ben, je veux bien signer ce que vous voulez, mais du moment que je suis libre, vous comprenez que je ne suis pas vraiment tenu d'honorer ma signature. Et Charles Quint le réalise lui-même, mais ça devient embarrassant de garder le roi de France comme ça aussi longtemps. Fait qu'il dit, ben oui, laissez-moi vos fils, là, puis je vais les garder tant que vous n'aurez pas payé la rançon, puis quand vous aurez payé la rançon, je vous rendrai vos fils. Ce qui va être fait, et éventuellement, François Ier va payer la rançon, récupérer ses enfants 4 ans plus tard ou quelque chose du genre, et pas tenir sa parole pour tout le reste, parce qu'il n'était pas tenu de le faire. Mais donc ça, c'était une défaite un peu gênante pour lui. Son règne est marqué aussi par un événement important dont je dois vous parler, l'affaire des placards. L'affaire des placards, c'est une audace que se sont autorisés certains serviteurs autour du roi qui vont venir placarder sur sa porte de chambre à coucher. Et ça se passe au château derrière moi. Un pamphlet contre la messe. Alors, c'est un poster, si vous voulez. C'est une affiche qu'on va placarder sur la porte du roi. C'est en 1534, l'année même où Jacques Cartier débarque au Canada. On place sur la porte du roi, à Amboise, la chambre à coucher, un placard contre la messe qui dit des atrocités à propos de la religion catholique et tout. Et c'est le fait de ceux qu'on appelle les protestants et qu'on appelle aussi les huguenots. H-U-G-E-N-O-T-S. Ils sont plusieurs, ils sont très nombreux. C'est un mouvement associé au protestantisme qui se développe et dont on va parler tout à l'heure quand il sera question de la réforme et qui conteste de plus en plus les autorités et notamment les autorités ecclésiastiques, mais même menace l'autorité monarchique. Et là, ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le roi se sent menacé, attaqué dans son espace privé et va entreprendre une répression qui va avoir des conséquences sinistres. Ça va être le début de tensions qui vont parcourir tout le siècle et qui vont entraîner des guerres fratricides. Alors, c'est sur des vétiges qu'on se chicane, c'est vraiment sur des bêtises là, qu'on ne s'entend pas, sur des dogmes aussi ridicules que la consubstantiation versus la transsubstantiation. Alors, c'est quoi la consubstantiation? C'est cette idée que quand on fait l'Eucharistie et qu'on célèbre le corps du Christ, il y a les protestants qui disent qu'il y a coprésence du corps et du sang du Christ dans le pain et dans le vin, alors que les chrétiens disent non, il n'y a pas coprésence, il y a transformation. Au moment de l'Eucharistie, ce qui est pain et vin se transforme momentanément en corps et sang du Christ. Mais après quoi, ça redevient du pain et du vin, là. Il ne faut pas charrier. Mais là, les protestants disent non, c'est pas comme ça. Il y a coprésence des deux substances, le pain et le sang et le corps du Christ. Et on est prêt à s'entrégorger pour ça.
c'est ça la folie des guerres de religion. C'est pour des enjeux aussi ridicules que ceux-là qu'on va mettre à mort des dizaines, des centaines de milliers d'individus à travers le siècle et qu'on va déchirer l'Europe au complet. Et ce n'est pas seulement en France, ça va être en Allemagne, ça va être partout sur le territoire européen qu'on va s'entre-égorger pour des vétilles. Vraiment. C'est un peu gênant quand on regarde ça aujourd'hui. Mais ça relativise parce qu'on critique beaucoup aujourd'hui les tensions religieuses vis-à-vis certaines religions de ce monde. Et puis, on oublie qu'on a fait les mêmes bêtises et qu'on s'est enflammé les esprits pour moins que rien il n'y a pas si longtemps. Donc, il faut relativiser un peu. On retiendra de François Ier qu'il est celui qui a promulgué un édit très important, un texte de loi qui vaut encore aujourd'hui, qui tient encore aujourd'hui, en 1539, et qui fait que le français devient la langue officielle du pays. C'est pas rien, ça. C'est pas rien. Ça veut dire qu'à partir de 1539, et ça ferait une belle question pour l'examen, notez-le quelque part, à partir de 1539, tous les actes politiques, tous les documents, la correspondance, les textes diplomatiques, les textes de loi aussi, vont être rédigés en français, pas en latin, comme on le faisait depuis toujours, en français, en dialecte de l'Île-de-France, en francien, en fait, la langue de François Ier, la langue de la cour, qui va devenir la langue de référence, la norme de référence, éventuellement la langue qui va s'imposer sur l'ensemble du territoire. Philippe demande, est-ce dans ce contexte de tension religieuse que survient le massacre de Saint-Barthélemy? Oui, tout à fait, j'y arrive. Vous anticipez un peu, ça va être un peu plus tard avec un autre roi. On passe à un autre roi important qui succède à François Ier, c'est son fils. Alors, je ne l'ai pas dit vraiment, mais François Ier, ça marquait un changement de dynastie. Son prédécesseur, c'était Louis XII, qui a eu beaucoup de malheurs. Ses enfants sont tous morts à la naissance ou peu de temps après. Et il n'y avait pas d'héritier direct. Alors, il a été obligé d'aller voir une branche associée qui était la branche des Valois. Et François Ier était son cousin au 4e degré. C'est très, très loin. Là. Il va le nommer comme héritier, là, mais ça marque un changement de dynastie. On passe des Capétiens, finalement, aux Valois. Alors, le fils de François Ier, Henri II, va prendre le relais à sa mort et va régner de 1547 à 1559. Alors, c'est un roi qui va être associé au combat contre le protestantisme. Alors, on a évoqué rapidement l'affaire des placards. On a dit comment ça commençait à chauffer un petit peu et comment les guerres de religion se profilaient. Henri II va y participer beaucoup. Il va essayer de mater un peu ces esprits révolutionnaires parce qu'on sait que ça peut être dangereux. On se souvient de ce qui s'est passé avec la croisade contre les albigeois. On sait qu'il y a eu sur le territoire français des hérétiques qu'on a dû réprimer en les exterminant, en fait. Hein. La seule façon de leur faire lâcher leur idée, c'était de les tuer tous et toutes, assez sauvagement d'ailleurs. Et je suis navré, mais parmi mes ancêtres, dont je vous parlais l'autre fois, il y a Simon de Montfort, un des pires bourreaux de l'histoire, qui a massacré des albigeois. C'est cette secte protestante, enfin pas protestante, mais cette secte qui était un peu en marge du canon religieux. Et donc, je ne suis pas très fier de ça. Celui-là, je ne le mentionne pas quand je parle de mes ancêtres. Une question, un petit peu, je vais aller voir la conversation. Ceci explique cela, peut-être, je ne sais pas quoi penser. Combat l'essor du protestantisme, certainement. Il va se marier avec Catherine de Médicis, qui est la femme de Laurent de Médicis, la fille de Laurent de Médicis, Laurent II de Médicis, et c'est une Italienne qui apporte avec elle une dot considérable et tout un capital politique, et qui va lui faire 10 enfants quand même. Il y a de quoi assurer la postérité de la dynastie, là, une dizaine d'enfants. Femme avec laquelle il va très rapidement tromper, en fait, femme qu'il va tromper très rapidement avec l'ancienne maîtresse de son père. C'est un peu gênant, hein? Diane de Poitiers, qui a 20 ans de plus que lui et qui, pour garder son teint frais, boit tous les jours une petite concoction à base d'or. Et c'est drôle parce qu'on a retrouvé une mèche de ses cheveux
où il y a une concentration 500 fois plus élevée que la normale d'or encore. Et ça va finir par la tuer. Elle meurt assez vieille, là, quand même dans la soixantaine, mais ce n'était pas nécessairement le remède de beauté qu'elle espérait. Toujours est-il qu'il va la préférer à Catherine de Médicis, qui a un sacré caractère, qui est une femme autoritaire au possible, extrêmement jalouse en plus, qui sait bien qu'il a des aventures, le roi, et qui n'y peut rien, mais qui en souffre beaucoup. Il va accroître l'autorité royale, mais connaître une fin funeste à l'occasion d'un tournoi pour le plaisir. Il se bat comme les chevaliers du Moyen-Âge avec l'armure et les lances. Il va échanger une lance comme ça avec un de ses capitaines, Montgomery, de la garde écossaise, qui va accidentellement l'atteindre à travers le casque et la lance va percer le casque et traverser le crâne du roi et crever son œil. Alors, le roi va mourir dans une agonie terrible et c'est vraiment une fin funeste là, pour un roi qui, somme toute, était un chic type. Alors, lui succède très rapidement son jeune fils, François II, qui va régner de 1559 à 1560. C'est très, très court. Il a 15 ans, si je me souviens bien, quand il accède à la monarchie. C'est la majorité, c'est correct, il peut très bien être roi, il n'y a pas besoin d'avoir une régente autour de lui, même si sa mère est très, très présente et très entreprenante. Elle le domine comme elle va dominer tous ses fils. Et c'est elle qui tire les ficelles à bien des égards. Il va faire un mariage heureux avec une certaine Marie Stuart, reine d'Écosse, qui lui vaut, si tout se passe bien, l'Écosse en héritage éventuellement. Là. Ça devrait revenir au royaume de France éventuellement. Ça ne se passera pas exactement comme ça, mais c'est ce qui était espéré. Alors, son règne est marqué par les conflits religieux. Tout le monde essaie de le manipuler. Il y a autour de lui les grands ducs de Guise, François et Charles, qui tirent les ficelles un petit peu. Et les protestants voient bien l'ascendant que ces gens ont sur lui et vont à un moment donné imaginer un complot pour enlever François II. Et justement, du château d'où je me trouve, d'Amboise. Alors, c'est ce qu'on appelle la conjuration d'Amboise, où on va essayer d'enlever le roi. On ne veut pas attenter à sa vie, on veut juste l'extraire de l'influence de Guise qui emmène trop large pour le Parti catholique. Alors, ça va achoper et la répression va être très grave, très, très, très brutale. On va pendre au tour que vous voyez, au balcon que vous voyez derrière moi, on va pendre une vingtaine de ces conjurateurs qui vont pourrir là pendant quelques temps, cependant qu'on va exercer une répression vis-à-vis des protestants du territoire de France qui pourrait avoir tué jusqu'à 3000 personnes. La réponse est assez démesurée, on s'entendra là-dessus. Et ce n'est pas pour pacifier le royaume. Ça commence à chauffer encore plus. Alors, ce court règne est marqué donc par les troubles religieux. Il est totalement dominé par sa mère. Et là, comme pour illustrer ça de façon subtile, je fais intervenir le portrait de Catherine de Médicis ici. Je trouvais ça malin à l'époque. Vous m'excuserez cette mauvaise blague. Totalement dominé par sa mère qui décide pour lui parce qu'il est encore jeune quand même et elle a plus d'expérience et de vécu que lui. Malheureusement, il meurt très, très jeune. Il va être remplacé par son frère, Charles IX, qui règne, lui, de 1560 à 1574. C'est un peu plus longuement. C'est un court règne aussi, mais enfin, c'est un peu plus long que son frère, qui lui aussi est dominé tout à fait par sa mère et qui va ordonner le fameux massacre de la Saint-Barthélemy. Alors, c'est quoi ce massacre? C'est qu'on décide à un moment donné d'en finir avec les protestants et l'ordre va être donné de tuer à travers le royaume toute personne qui est associée donc au mouvement protestant huguenot. Les huguenots, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors, on donne l'ordre aux soldats à travers le royaume d'assassiner. C'est un peu comme dans Star Wars, Order 66, là, est-ce que c'est le bon chiffre? Où on dit d'exécuter les Jedi, là, tous et toutes d'un seul coup. Eh c'est un peu l'équivalent. Et on va tuer comme ça. Les historiens nous disent entre 3000 et 30 000 huguenots à travers la France. Alors, il y a une marge assez importante, là, mais ça pourrait aller jusqu'à 3 000. 3 000, ça serait essentiellement à Paris, mais sur l'ensemble du territoire français, on aurait tué jusqu'à 3 000 personnes en l'espace d'une seule nuit. Maxime, vous avez levé la main. Juste une question, ça, c'est la Reine Margot, hein? Le film La Reine Margot, c'est ça? Tout à fait. Si vous avez vu ce film, c'est exactement les événements qui sont rapportés dans cette histoire, La Reine Margot. Ils ont marié un protestant avec une catholique. Ils ont essayé de faire une espèce de fusion entre les deux.
Alors, ce qui se profile, c'est la montée en puissance, en importance du roi de Navarre, Henri IV, qui va éventuellement prendre le relais des Valois. C'est un Bourbon, mais comme Henri III ne laissera pas de descendants mâles, de fils, c'est éventuellement à Henri IV que va revenir le pouvoir. Et on veut rapprocher les familles, déjà à l'époque de Charles IX, et on va donner la reine Margot, Marguerite de Navarre, qui n'est pas la sœur du roi, parce qu'on va en parler dans quelques cours. Là. François Ier avait une sœur qui s'appelait Marguerite de Navarre. Et c'est mêlant parce que la reine Margot, dont on parle à l'instant, elle s'appelle aussi Marguerite et elle a épousé Henri de Navarre. Donc, c'est Marguerite de Navarre aussi. Et ça, c'est à l'origine de bien des confusions. Et dans le film La Reine Margot, on explique comment elle est contrainte à marier cet homme qu'elle n'aime pas du tout, dont elle ne veut rien savoir, parce que c'est un mariage de circonstances, de raison qui rapproche les deux familles et qui permet de mettre en place des choses. Sauf que, à l'occasion de ce mariage, à l'occasion de la présence donc du futur Henri IV sur les lieux, on va ordonner le massacre comme ça des protestants et autour de lui, lui-même est protestant, on va attenter à la vie d'à peu près tous ses serviteurs. Lui, on va le laisser tranquille parce que c'est quand même quelqu'un de sang noble et tout. On a des visées politiques pour lui. On n'ose pas s'en prendre à sa vie, mais ça va chauffer très, très fort. Et dans le film, on montre ça de façon brillante. C'est vraiment un film magnifique que je vous invite à regarder et qui, par le passé, était présenté dans le cadre de Secours. Je ne sais pas si je ne pourrais pas trouver le moyen de vous le présenter là, en achetant une licence. C'est vraiment un très bon film et ça explique très bien c'est quoi la Saint-Barthélemy, le massacre qui s'en est suivi en 1572, donc ordonné par Charles IX, sous l'influence de sa mère. Nous dit-on. Elle aurait eu vraiment un rôle déterminant à jouer là-dedans. On ne veut pas la noircir là, parce qu'on lui a fait une réputation de vilaine, mais mettons que ça jouait dur. Vous avez Henri III qui, oui, porte des boucles d'oreilles et oui, je précise tout de suite qu'il aimait s'habiller en femme et peut-être que ça explique pourquoi il n'y a pas eu une descendance très forte. Ça a été plus difficile pour lui. Henri III, sympathique frère de Charles IX, qui prend le relais donc à sa mort et qui va être un roi, un bon roi, malgré tout, là, le fait qu'il va être impliqué dans les guerres de religion, qu'il va faire assassiner le chef de la Ligue chrétienne en 1588, Henri de Guise, lié à la même famille de Guise que j'évoquais tout à l'heure. Henri de Guise qui menace l'autorité du roi parce qu'il prend du galon, il prend de l'importance et s'oppose à la volonté de rapprochement avec Henri IV, avec Henri de Navarre. Et à un moment donné, excédé, Henri III décide de l'inviter chez lui à son château de Blois, qui n'est pas très loin d'Amboise, et que j'ai visité aussi quand j'étais en France dans la vingtaine. Très beau château. Il fait venir Henri de Guise et va le faire assassiner en 1588. Alors, j'étais dans la pièce où on nous expliquait comment de Guise avait été pris en embuscade par 40 soldats de la garde rapprochée d'Henri III et comment on l'avait tué et comment le roi, très impressionné, était rentré après pour dire « Oh, mon Dieu, il est encore plus grand, mort que vivant », regrettant presque ce qu'il avait fait parce que c'est pas resté sans conséquence. Alors, il fait assassiner le chef de la Ligue chrétienne en 1588 et se met à dos le Parti catholique par ses ouvertures vis-à-vis d'Henri de Navarre, qu'il voit déjà comme son successeur, là, parce que s'il ne réussit pas à avoir d'héritier mâle, il va falloir penser à passer le pouvoir aux plus proches cousins, aux plus proches parents, et c'est Henri de Navarre qui, effectivement, lorsque Henri III va se faire assassiner par un fanatique, le moine Jacques Clément, il va prendre le pouvoir à sa suite. Alors, il aide le futur Henri IV au siège de Paris, il l'aide à installer son autorité progressivement, parce qu'à un moment donné, on interdit l'accès de Paris au roi et à Henri, et ces deux-là vont se fédérer pour s'entraider. Alors, succède à la mort d'Henri III, le fameux Henri IV de Navarre, joué brillamment par Daniel Auteuil dans le film que j'évoquais tout à l'heure, qui est connu pour avoir été le roi pacificateur. C'est lui qui va promulguer l'édit de Nantes, qui impose la paix religieuse et la tolérance. Alors, il y en a marre des guerres de religion, ça nous a déchirés. On lui a imposé à Henri IV une humiliation supérieure, enfin suprême, quand on lui a
tendu la couronne, on lui a dit, on te donne la couronne et on te reconnaît comme roi si tu abjures ta foi protestante. Alors, renonce à cette hérésie et à ce prix seulement, tu pourras régner. Alors, il le fait, pas nécessairement de gaieté de cœur, mais parce que c'est un pragmatique. Et après l'avoir fait, il promulgue rapidement un édit de pacification où il impose la paix religieuse et accorde des places fortes et le droit de la pratique religieuse, du choix de l'individu dans certaines régions de France, dans certains fiefs, dans certains chefs-lieux où les gens pourront pratiquer la religion qui leur convient. Et ça va marcher. Ça va mettre un terme aux guerres de religion durablement. Et ça, on le doit à Henri IV, qui a vraiment eu un règne brillantissime. C'est aussi un roi qui va travailler très fort à restaurer les finances grâce à son ministre des Finances qui s'appelait Sully et qui était vraiment très efficace. Alors, c'est un règne brillant que celui d'Henri IV qui finit dans la violence, lui aussi assassiné par un certain Ravaillac qui va lui planter un couteau dans le ventre. C'est un peu malheureux, mais c'est là que se termine donc notre panorama des rois. Il faut que j'avance un peu plus vite parce qu'on pourrait s'étendre longuement en anecdotes de toutes sortes. On va enchaîner avec le mouvement suivant et le point suivant plutôt qui concerne l'humanisme. Alors, je vais changer de cadre. Ça, c'est plus de circonstances. Je vais me déplacer du côté de la Bibliothèque nationale et ce n'est pas sans lien avec la Renaissance. D'abord, c'est une institution qui a été fondée à la Renaissance. François Ier s'est dit à un moment donné que ce serait bon de garder une copie de chacun des livres qui sont édités sur le territoire et on va créer comme ça une bibliothèque, un fonds pour accueillir ces œuvres. Alors, il y a un exemplaire de chacun des livres qui a été publié en France depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui et on les trouve à la Bibliothèque nationale. Là, ici, on est dans la salle qui s'appelle la réserve. Alors, si je me tente un peu, vous avez la petite pancarte qui le dit. On est dans la réserve de la Bibliothèque nationale, la vieille Bibliothèque nationale. Ce n'est pas le secteur Tolbiac, c'est la Bibliothèque Richelieu. J'ai choisi ça parce que c'est l'endroit où j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches moi-même. J'étais dans cette salle dans la vingtaine, dans les années 90, à travailler sur mon doctorat, à travailler sur des lettres, et notamment des lettres d'Henri III, dont je vous parlais à l'instant. J'ai travaillé sur ces lettres, parfois manuscrites, parfois recopiées par des secrétaires. C'était très, très émouvant d'être en contact avec des lettres comme ça qui avaient joué un rôle déterminant dans l'histoire. J'ai eu entre les mains, à un moment donné, une lettre, et c'était par accident, là, on m'avait apporté la mauvaise lettre, une lettre de Louis XIV. La première lettre que Louis XIV a rédigée de sa main, alors qu'il était très jeune encore, et adressée à son oncle. Et c'était vraiment très émouvant d'avoir ça entre les mains. Maxime, vous avez levé la main? Oui, vite, vite, quand vous manipulez ces antiquités-là, si je peux dire, là, vous avez des gants ou comment ça fonctionne? C'est dans du plastique? C'est quoi? Oui, on a souvent des gants, on a des feutres, on a derrière nous un sbire qui nous regarde de très près et qui ne nous laisse pas toucher le papier avec, si on a un stylo, par exemple, c'est pas qu'on n'a pas le droit d'avoir de stylo, il faut qu'on ait un crayon mine simplement. Et on est très, très surveillé là, parce que c'est des trésors. Là. Puis s'il fallait qu'on les tâche, qu'on les abîme, ça serait une catastrophe. Donc, il faut faire très attention. Il n'entre pas là qui veut. Il faut avoir une autorisation. Il faut avoir un statut d'étudiant chercheur. Ça prend beaucoup d'étapes pour y arriver. Vous avez de la royauté dans votre famille, donc c'est ça. J'ai pu faire valoir mes prérogatives. Mais c'est vraiment une expérience extraordinaire. C'est un cadre idyllique pour travailler. Là. Et dans le même bâtiment, on a une autre bibliothèque extraordinaire où j'aimais beaucoup passer mon temps et vous allez comprendre pourquoi. Alors, la salle de lecture de la Bibliothèque nationale, alors il faut m'imaginer à une de ces tables là, en train de bosser sur mon doctorat et où je croisais presque toujours, et c'était l'endroit le plus sûr pour la croiser, ma directrice de doctorat, Mireille Huchon, éditrice de Rabelais dans la Pléiade, une grande chercheuse intellectuelle de génie qui était toujours en train de travailler à la bibliothèque. Alors, je la croisais là, plus sûrement qu'à son bureau, et c'était l'occasion d'échanger quelques mots avec elle. C'était quoi le sujet de votre thèse, vite, vite? Ça portait sur la lettre familière, sur le genre épistolaire, en fait, et je vais en parler dans quelques cours. Je vais en profiter pour vous en dire quelques mots. C'est un cadre vraiment idyllique. Bon, là, je me perds dans des anecdotes, mais ce n'est pas sans rapport parce qu'on va parler d'humanisme, on va parler de rapport au livre et au savoir, et ce sont des lieux de savoir comme ça emblématiques de cette période qui ont été fondés donc par les rois dont on vient de parler. Et là, on en vient donc à parler de l'humanisme. C'est un courant
qu'on a défini a posteriori, encore une fois, c'est au 19e siècle que Michelet, par exemple, dans son Histoire de la France, va expliquer en quoi consiste la Renaissance, le mouvement humaniste, entre autres choses. Et le courant humaniste naît de la rencontre de ces idées et de ces horizons nouveaux qu'on a évoqués tout à l'heure, de ce choc épistémologique qui va être ressenti très, très fortement par les gens de l'époque. C'est donc un mouvement d'idées, aussi un courant, si on veut, courant littéraire, philosophique, artistique, qui place au-dessus de toutes les valeurs la personne humaine et la dignité de l'individu. C'est la première définition qu'on pourrait donner. On va en donner d'autres. Et ici, on a le portrait d'un philosophe qui s'appelle Pic de la Mirandole, qui a écrit un traité, un discours sur, ça s'appelle La dignité humaine. C'est l'Oratio de Hominis Dignitate, autour de 1487, où il explique l'importance qu'il reconnaît, qu'il accorde à l'homme. Et c'est assez central dans la pensée de la Renaissance, ce rapport donc à la dignité de l'homme. On va en lire quelques lignes avant d'aller plus loin. Alors, c'est juste pour cette diapositive, Pic de Mirandole écrit, alors qu'il a à peine 24 ans, il est très jeune, « Je ne t'ai donné ni visage, ni place qui te soit propre, ni aucun don qui te soit particulier, ô Adam. » Alors, il faut s'imaginer que c'est Dieu qui parle. Alors, je ne t'ai donné, il parle à Adam, ni visage, ni place qui te soit propre, ni aucun don qui te soit particulier, ô Adam, afin que ton visage, ta place et tes dons, tu les veuilles, les conquières et les possèdes par toi-même. Nature enferme d'autres espèces en des lois par moi établies. Mais toi, que ne limite aucune borne, par ton propre arbitre, entre les mains duquel je t'ai placé, tu te définis toi-même. Je t'ai placé au milieu du monde afin que tu puisses mieux contempler ce que contient le monde. Je ne t'ai fait ni céleste ni terrestre, mortel ou immortel, afin que toi-même, librement, à la façon d'un bon peintre ou d'un sculpteur habile, tu achèves ta propre forme. Et on retrouve là un des idéaux humanistes les plus importants, cette idée qu'on peut se faire soi-même, okay? Qu'on peut, à travers un travail de culture, devenir meilleur. Et c'est quelque chose en quoi j'avais foi, moi, très fortement quand j'ai commencé mes études. J'avais cette conviction profonde que la culture, que le savoir nous rend meilleurs. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai entrepris des études avancées, des études au doctorat. J'ai fait un post-doctorat éventuellement parce que j'étais convaincu que j'allais devenir un chic type à travers ça. Hélas, non. Ce que j'ai réalisé, c'est que ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde, que la culture ne nous rend pas forcément meilleurs. Et c'est le grand désespoir de ma vie d'avoir réalisé que dans le milieu universitaire dans lequel je travaille, il y a plein d'individus méchants, profondément mauvais, que la culture n'a pas transformé, que la culture n'a pas amendé, que la culture n'a pas fait progresser le moins du monde. Parmi les pires énergumènes qui m'ont été donnés de croiser, j'en trouve beaucoup dans le milieu académique et c'est quelque chose de profondément désolant. Ils ne sont pas tous comme ça. Il y a des chic types, heureusement. Mais mon enthousiasme naïf et ma foi profonde en l'humanisme a reçu une douche froide, plus souvent qu'autrement. Et je vous préviens parce que vous allez peut-être vous y frotter à votre tour, vous qui ambitionnez peut-être la carrière académique et vous qui allez, comme moi, tomber peut-être dans le panneau de croire à ce que dit Pic de la Mirandole ici. C'est très beau, c'est vibrant comme éloge de l'homme et de la dignité humaine, cette idée qu'on peut se faire soi-même, se définir et qu'on est important finalement, que Dieu nous a placés au centre de la création, mais en nous laissant le libre arbitre pour qu'on puisse choisir notre parcours. C'est quelque chose d'édifiant, de formidable, mais parfois, on frappe un mur et puis un autre. Alors, on a dit que la Renaissance, en fait, pas la Renaissance, mais l'humanisme, c'était ce mouvement d'idées qui place au-dessus de toutes les valeurs la personne humaine. Oui, mais encore. Une autre définition communément avancée pourrait être formulée ainsi. Là, je me rapporte à une définition encyclopédique, du dictionnaire encyclopédique. On définit l'humanisme comme un mouvement intellectuel qui manifeste un vif appétit critique de savoir. Alors, ce n'est pas juste un appétit de savoir, c'est un savoir critique. On le remet en question, ce savoir-là. On le vérifie, on le contre-vérifie, on veut s'assurer qu'on ne s'est pas trompé cette fois. Visant, à travers ça, l'épanouissement de l'homme, rendu plus humain par la culture. C'est cet idéal que j'évoquais tout à l'heure et qui reste encore au fond de moi. Malgré tout, je suis un grand naïf. Je veux y croire encore, malgré tout. C'est aussi, c'est une autre définition qui est avancée, l'attitude philosophique qui tient l'humain pour la valeur suprême et revendique pour chaque humain
la possibilité d'épanouir librement son humanité, ses facultés proprement humaines. Ça va un peu dans le même sens. Attitude philosophique, donc, qui tient l'humain pour la valeur suprême. Question de Marc-André. Pouvez-vous répéter la définition, s'il vous plaît? Alors, je vais répéter les deux. La première, mouvement intellectuel qui manifeste un vif appétit critique de savoir, visant l'épanouissement de l'homme, rendu ainsi plus humain par la culture. La deuxième, attitude philosophique qui tient l'humain pour la valeur suprême et revendique pour chaque humain la possibilité d'épanouir librement son humanité, ses facultés proprement humaines. Je veux y croire encore, malgré tout, à l'humanisme. Je veux y croire parce que j'en ai rencontré aussi des grands humanistes sur mon parcours, que c'est possible, effectivement, que la culture puisse nous rendre meilleurs. Et je pense autour de moi à des collègues comme Michael Lachance, si vous avez déjà rencontré cet homme, Mustapha Fahmy, ce sont de grands humanistes. Et ils font partie de ceux qui me donnent foi en la possibilité de trouver dans le monde académique de vrais humanistes. Vous n'avez pas un diaporama pour ces définitions? Non, je ne les ai pas consignées par écrit parce qu'on va revenir là-dessus. Là, c'est une première introduction. Vous allez avoir des définitions comme ça plus précises qui vont vous être données, mais on y va graduellement parce qu'on veut semer des petites graines dans votre esprit et tranquillement, on va faire pousser ça. On va développer autour de ce motif-là. Il va y avoir des cours consacrés justement à l'humanisme dans sa définition plus détaillée. Mais là, on fait juste explorer. Alors, c'est quoi les caractéristiques de cet humanisme, de ce mouvement? Il est marqué par un retour à l'étude et à l'imitation des textes de de l'Antiquité gréco-latine. Alors, retour à l'étude et à l'imitation des textes de l'Antiquité, ça caractérise ce mouvement humaniste. Ils ont cette ambition de découvrir, d'aller à la recherche des manuscrits perdus. C'est vraiment un travail d'investigation, de détective, et très excitant d'ailleurs, parce qu'ils s'échangent des lettres entre eux, puis ils disent « Ah, j'ai trouvé un manuscrit de Cicéron qui doit dater peut-être une copie du 2e siècle après Jésus-Christ. Il est impeccable, il n'y a pas de scorie, il n'y a pas de tache, il n'y a rien. J'ai pu le recopier. Voici, je te l'envoie en primeur. » Et vraiment, c'est des intellectuels là, allumés là, qui flippent à travers leurs découvertes, qui partagent avec enthousiasme leur chasse aux manuscrits et qui vont après entreprendre de les établir, ces textes, okay, de dire, OK, j'ai un manuscrit, mais ce n'est peut-être pas le manuscrit le plus net. Je vais le confronter à d'autres manuscrits pour établir le meilleur texte possible, le texte le plus proche de ce que Cicéron a voulu. Il s'agit d'éditer les lettres de Cicéron, par exemple. C'est Pétrarque qui s'y attache. Et Pétrarque va confronter différents manuscrits pour essayer de restituer le texte le plus proche de l'édition originale. Alors, établissement, impression, traduction éventuellement de ces textes, parce qu'il y en a qui sont en latin, il y en a qui sont en grec. Ce n'est pas pour tout le monde. Éventuellement, on va se mettre à les traduire. Mais aussi, à un moment donné, désir d'émulation, parce qu'on se frotte à Cicéron, on le fréquente en le lisant, en le recopiant, en le traduisant. Et à un moment donné, l'idée nous vient peut-être que je pourrais m'essayer, moi aussi, à écrire comme lui. Et Pétrarque va s'employer à pasticher Cicéron, à l'imiter amoureusement. Et ça va donner quelque chose de tout à fait intéressant et de tout à fait rafraîchissant, qui est en rupture avec le style pratiqué auparavant. Et ça va initier tout un mouvement dont on va parler un peu plus tard, là, d'imitation de Cicéron qu'on a appelé le cicéronianisme, où les auteurs italiens là, vont devenir complètement fous et vont essayer de reproduire à l'identique Cicéron jusqu'à blâmer ceux qui utilisent un mauvais mot en disant ce mot, Cicéron ne l'aurait jamais employé, c'est pas du bon latin, c'est du latin médiéval, ça n'a pas rapport et bon, ils vont s'enquiquiner là-dessus. Alors, Érasme est une figure emblématique de ce mouvement. C'est un des grands princes humanistes dont on va parler, notamment pour ses ouvrages Éloge de la folie. Ce sont des Conscribendis Epistolis dont je dirai quelques mots parce que j'ai travaillé là-dessus pendant mes études, dans cette même bibliothèque qui est derrière moi. Il faut m'imaginer en train de lire et de travailler sur Érasme ici même, en ces lieux. Alors, Érasme, qui est un des princes de l'humanisme, comme Pétrarque, il y en aura d'autres, dont on va parler dans les prochains cours. Il y a aussi comme caractéristique à ce mouvement d'humanisme cette idée qu'on veut former des hommes libres et civilisés. Libres au sens de libres penseurs, capables de s'affranchir du carcan, du dogme et des enseignements souvent erronés. C'est ce qu'on découvre. Hein? Nos enseignements, on ne peut pas toujours se fier à ce qui nous a été montré. Alors, comment on peut s'affranchir de ça et comment on peut
trouver la vérité par nos propres moyens, finalement. Alors, produire des hommes libres, des libres penseurs, des individus pourvus de goût et de jugement, capables de penser pour eux-mêmes. Et c'est à travers l'étude de la littérature, de l'histoire, de la philosophie morale qu'on y arrive. Et c'est un peu le parcours que j'ai redécouvert moi-même, jeune, à lire sans trop y penser, sans savoir ce que j'étais en train de faire, sans savoir que je reproduisais à l'identique le modèle de la quête humaniste. Jeune, je lisais Sénèque, Marc Aurèle, je dis jeune, j'avais 17-18 ans là, quand même, parce que je trouvais là quelque chose de vraiment extraordinaire dans cette sagesse. En même temps que je lisais des textes littéraires, je m'intéressais à toutes sortes de choses en même temps, histoire, philosophie morale, études de la littérature, et sans m'en rendre compte, j'avais déjà des aspirations humanistes, mouvement que j'ai découvert postérieurement. Là. À l'époque, je n'avais pas réfléchi à ce que j'étais en train de faire puis à ce qui motivait ma curiosité. Ce tableau, il est magnifique. Thomas More, peint par Holbein, comme le tableau de Erasme avant lui. Et c'est un tableau qui est conservé à New York, au musée Frick. Alors, c'est le Frick Museum. Il faut visiter ça un jour. Il y a des super tableaux là-bas. Et un jour, je me suis retrouvé par hasard en train de regarder ce tableau et tombé par hasard sur ma directrice de doctorat, Mireille Huchon, qui était en train de visiter le même musée. Et là, je lui ai dit, je vous jure que je ne vous ai pas suivi, parce qu'elle pouvait penser que j'étais un étudiant dérangé qui la suivait partout. Mais c'était un hasard. Et on a eu l'occasion de discuter un peu. Et Maxime dit, oui, le velours est saisissant, effectivement, puis le tableau est encore plus beau que ça. La reproduction ne rend pas justice à cette justesse-là, à ce travail, cette finesse de la peinture qui est exceptionnelle. Pour moi, là, c'est un des plus grands peintres de la Renaissance, avec, bien sûr, Léonard de Vinci. Alors, autre caractéristique de l'humanisme, il aspire à la perfection morale et physique. Alors, c'est à la Renaissance qu'on avance cette idée, qui est devenue un lieu commun, d'un esprit saint dans un corps saint. Il faut non seulement cultiver l'intérieur, il faut aussi cultiver l'extérieur et s'occuper des apparences. Et Castiglione est un des auteurs qui va défendre cet art de l'apparence, cette culture du paraître qui est développée dans un traité qui s'appelle le traité du courtisan, qui montre comment on doit entretenir une certaine négligence apparente, c'est-à-dire qu'on met un foulard puis on le laisse tomber de façon négligée, mais en fait, ce n'est pas tout à fait négligé, c'est une négligence étudiée, une negligentia diligens, dirait-on en latin, parce que ça fait penser qu'on ne se soucie pas trop de notre apparence, mais en même temps, on y pense, on y travaille. Alors, tout est dans l'apparence, tout est dans la projection, et il va écrire longuement là-dessus. Il prône le respect de l'individu, la dignité de l'homme, on l'a vu dans le plaidoyer de Pic de la Mirandole, liberté de pensée, de croyance, autant de valeurs auxquelles souscrivent François Rabelais, que vous êtes en train de lire, j'espère. En tout cas, il faudrait avoir commencé. Moi, j'ai commencé à le relire et assez rapidement, en 2 heures, j'avais 20% du texte de lu. Donc, ça peut se faire assez vite. Je le connais bien, c'est plus facile pour moi, c'est sûr, mais ça peut se faire assez vite. Et j'ai découvert que dans l'édition que je vous ai envoyée, quand on est en version électronique, si on appuie sur le haut au début de chaque chapitre, on a accès au texte en français moyen. Alors, c'est vraiment super parce qu'on peut lire le texte en moyen français plutôt, et on peut le lire parallèlement en français moderne au choix. Et si vous voulez citer, ça va être très, très facile d'aller appuyer sur le petit O au début de chacune des pages qui vous détaille le texte d'origine. Alors, ça pourrait être intéressant de le savoir. Ça ne marche pas pour le PDF, mais ça marche pour le EPUB puis pour le fichier Amazon Kindle. Alors, il prône le respect de l'individu et ce sont des idées qui vont être défendues de façon littérale dans des traités, mais aussi dans des œuvres littéraires où Rabelais ne fait pas autre chose. Hein. Il propose un modèle de civilité à travers son œuvre aussi, une façon de se comporter. L'humanisme traverse tout entier l'œuvre de Rabelais. Alors, il revendique une nouvelle rigueur intellectuelle. Ici, vous avez un autre tableau intéressant de Guillaume Budet, cette fois, un grand humaniste qui donc a travaillé sur toutes sortes de sujets antiques. C'est un spécialiste du grec et qui a écrit des œuvres sur les monnaies anciennes. C'est un érudit là, vraiment très, très pointu, là, un homme brillantissime, mais singulier. Qui se démarque par une rigueur intellectuelle extraordinaire. Et ça, c'est assez caractéristique de l'humanisme qui procède beaucoup par expérimentation, qui va développer la méthode scientifique, qui est si importante dans le progrès de la modernité. Joliane, vous avez levé la main? Oui,
par rigueur intellectuelle, on entend quoi? On entend qu'on fait des recherches, qu'on valide les informations? Oui, c'est ça. On va expérimenter. On va faire des expériences parce qu'avant, on tenait pour acquis que ce que disaient les autorités était juste. Mais là, on se dit, attendez un peu, là, on faudrait peut-être vérifier parce que la région nous enseignait que la Terre était au centre de l'univers, puis là, on découvre que ce n'est pas le cas, que la Terre est déjà une banlieue, finalement, par rapport au Soleil, qui est plus important. Il y a peut-être lieu de remettre en question ces vérités qui semblaient des évidences il n'y a pas si longtemps. Et pour ça, on va se livrer à un travail de très rigoureux de l'intellect ou à travers des expérimentations, à travers une méthode qu'on va développer, la méthode scientifique, on va essayer de vérifier, de valider ces hypothèses, ces supposées vérités. Il revendique donc une nouvelle rigueur intellectuelle. Il assimile l'idée de la relativité des valeurs, et ça va être la grande contribution de Montaigne, entre autres, cette idée de relativité des valeurs. Montaigne qui écrit un chapitre très important qui s'appelle « Des cannibales », où il revient sur la découverte du Nouveau Monde et se demande si, finalement, les sauvages, ce n'est pas les Européens. Parce que, franchement, quand on regarde les mœurs des Autochtones vis-à-vis de ceux des Espagnols qui les ont massacrés, franchement, en termes de barbarie, les plus sauvages, c'est plutôt les Européens. Alors, il y a tout un relativisme qui s'inscrit ici et qui est tout à fait inédit. Jamais les Européens y ont songé à deux fois. Là. Bien sûr que les barbares, c'est les Autochtones, puis bien sûr qu'on a raison et qu'ils ont tort. Mais Montaigne dit non, pas forcément. Vous êtes peut-être plus tordu qu'eux à bien des égards. Et ce relativisme est très important en philosophie. C'est aussi à cette époque qu'on se rapporte à cette maxime, à cette devise très importante qu'on trouve chez Platon. Platon est très important pour la Renaissance, à travers Marcel Ficin qui le traduit, qui le redécouvre. On a parlé de ficinisme. C'est une espèce de synthèse de Platon et de sa reprise par Plotin, médiatisée par cet esprit donc brillantissime qui est Marcel Ficin. Alors, quand vous entendez parler de platonisme à la Renaissance, de ficinisme et de Plotin, vous comprenez qu'on est dans les mêmes eaux. Une idée à laquelle on revient souvent, c'est que l'homme est la mesure de toute chose. Et ça, c'est tiré d'un dialogue de Platon, où le sophiste Protagoras avance cette idée. L'homme est la mesure de toute chose. Qu'est-ce que ça veut dire? La vérité, la justice, la morale, c'est des concepts relatifs qu'il faut mettre en relation avec l'individu, finalement, et qui sont une fonction, qui sont une question de perspective. L'homme est la mesure de toute chose. Tout dépend de sa subjectivité. Tout doit être vu, compris, entendu à partir de sa subjectivité. Il n'existe pas d'autre moyen de connaître de toute façon, parce que je connais le monde à travers ma subjectivité, à travers ma biologie, à travers ma perception des choses. Il n'y a pas rien d'absolu. Tout est relatif et tout dépend de ce savoir subjectif qui découle de ce principe avancé par Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. On arrive au dernier point, et c'est la réforme, et on va y aller au pas de course parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps, mais c'est quand même important de comprendre en quoi ça consiste. Je vous propose d'abord une définition sommaire. C'est un mouvement religieux, la réforme, révolutionnaire du 16e siècle, essentiellement, qui se développe dans l'Église, au sein de l'Église chrétienne d'Occident, et qui va mettre fin à la suprématie ecclésiastique du pape et aboutir à la création des églises protestantes. C'est-à-dire qu'on va remettre en cause l'infaillibilité papale et son autorité en avançant, avec des preuves à l'appui, là, que l'Église a erré à plusieurs égards et continue d'errer, et notamment dans ce qu'on appelle le commerce des indulgences. On a la mauvaise idée à l'époque de vendre des petits billets où on pardonne les péchés des gens. Alors, si vous avez, je ne sais pas moi, volé, violé, tué, ce sont des fautes très graves et normalement, l'enfer vous attend. Mais pour une somme conséquente, on peut bien négocier le rachat de vos péchés. Et c'est ça, une indulgence. Alors, si vous versez à l'Église, mettons une somme coquette, 1500 écus, on peut s'entendre là-dessus, ben on veut bien effacer l'ardoise puis oublier que vous avez péché. Et puis voilà, vous pouvez recommencer, puis
racheter le pardon de vos fautes après. Alors, cette idée détestable, s'il en est, parce qu'on comprend que ça existe seulement pour enrichir l'Église, elle va entraîner des gens à se dissocier de cette mouvance, de cette Église, parce qu'elle apparaît pas très morale du moment qu'elle est capable de faire des choses pareilles, de vendre Samuel dit, moi je vais à l'église, mon âme est safe, et toi, moi je suis juste riche. Oui, effectivement, c'est bien dit, Samuel, ça résume parfaitement la situation. Quand on est riche, on peut tout se permettre. Et c'est un peu déplorable. Et ça va amener des gens comme Martin Luther à perdre confiance en l'Église et à vouloir la réformer, cette Église. Au départ, ce n'est pas un mouvement de rupture. Au départ, on veut juste amener l'Église à réfléchir à ses pratiques et dire, mais, entendons-nous, ça n'a pas de maudit bon sens. Ce n'est pas une façon de se comporter en bon chrétien. Alors, la réforme protestante va être lancée en 1517 par ce Martin Luther en question, qui publie ces 95 thèses dénonçant des hérésies, enfin pas des hérésies, mais des bêtises de l'Église, et notamment la pratique du commerce des indulgences. Il est question du purgatoire aussi, on conteste toutes sortes de choses, mais pour l'essentiel, on retiendra que c'est surtout les indulgences dont il est question ici. Alors, il publie ces 95 thèses en disant que l'Église pourrait très bien s'amender. Il est aussi favorable à cette idée que le croyant devrait pouvoir entrer en contact avec le texte religieux. La Bible est interdite de lecture. On n'a pas le droit de lire la Bible soi-même. Il faut passer par un prêtre qui nous l'explique, qui nous la lit, mais nous, on n'a pas le droit de la lire. Et lui, il ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas tous avoir sa Bible, et même une version traduite dans la langue de son pays. Et il fait partie de ceux qui vont faire la promotion de cette idée-là, qui est absolument mal reçue par l'Église, et on va le menacer d'excommunication et éventuellement l'excommunier même. Et c'est là que ça marque la rupture et la création d'un schisme qui va donner naissance au protestantisme et qui va alimenter ce mouvement qui traverse toute l'Europe de dissensions, de querelles sans fin. L'autorité pontificale ordonne à Luther, à travers une bulle papale, de se rétracter, de se soumettre à l'Église. Une bulle, c'est une lettre qu'on envoie, signée par le pape, et ça, c'est un ordre formel, on ne peut pas y déroger d'aucune façon, ce qui va le rendre encore plus intransigeant. Vous savez ce qu'il fait avec la bulle? Il la fait brûler pour montrer son mépris pour la papauté. Alors, il réclame une réforme, s'attaque à divers sacrements, il n'est pas d'accord avec comment on envisage ça du côté de l'Église, et préconise cette religion fondée sur la foi individuelle, guidée par des enseignements de la Bible, mais dans un rapport plus personnel, plus intime, plus individuel avec le texte sacré. Alors, il va être menacé d'excommunication, il va brûler publiquement la bulle du pape, ce décret papal dont je vous parlais, et aussi un volume de droit canonique, tant qu'à faire. Hein. Le feu était bien parti, on va l'alimenter davantage. Ce geste de défi symbolise sa rupture définitive avec la hiérarchie de l'Église et ça va marquer le début de problèmes assez graves pour Luther, mais aussi pour l'ensemble de la chrétienté qui va être déchirée par ces conflits religieux fratricides. Partout à travers l'Europe, là, on s'entretue, on s'entre-déchire. Et ça va durer presque tout au long du siècle. Alors, cette doctrine protestante qui est en train de se former, elle est caractérisée par un certain nombre de principes. D'abord, l'idée que la grâce est un don de Dieu. On n'est pas tous capables, d'accéder au paradis. Pour dire les choses simplement, là, on pense chez les protestants, et c'est un peu plate. Perso, là, moi, ça me désespère. On pense qu'avant même notre naissance, Dieu a choisi qui serait sauvé et qui serait damné. Alors, moi-même, qui suis venu au monde plein de bonne volonté et qui fait attention à ce que je fais pour être un homme moral et conséquent, je ne sais pas, mais peut-être que les dés sont pipés d'avance et que Dieu a choisi que j'allais être voué à l'enfer. Alors, ce n'est même pas la peine d'être un homme moral. Il se pourrait que je perde mon temps. De toute façon, je ne serai pas récompensé. C'est un peu désespérant. Alors que l'Église catholique, en général, enseigne l'idée qu'à travers ses œuvres, à travers son repentir, à travers les efforts qu'on fait, on peut s'amender. Et oui, on est des pécheurs, mais si on est prêt à faire un petit chèque à notre curé, je ne parle pas du commerce des indulgences, mais je parle de cette possibilité qui, à partir du moment où on fait œuvre chrétienne, où on se montre généreux, bon, débonnaire, et qu'on fait la charité et qu'on aide les uns les autres, on peut se qualifier pour le paradis. On peut avoir son billet pour le paradis parce que Dieu nous remarque et dit « Ah ben oui, lui, c'est quelqu'un de bien. » Et il nous récompense de cette façon. Et ça nous motive à bien se comporter parce qu'on se dit
à travers mes efforts, je vais gagner au change. Mais c'est beaucoup moins encourageant du point de vue des protestants parce qu'ils disent la grâce est un don de Dieu. Tu ne sais pas si tu l'as, mais si tu l'as, tu vas au ciel. Si tu ne l'as pas, tu vas en enfer. C'est aussi bête que ça. C'est le principe qui est défendu. Suppression de la plupart des sacrements. Seuls sont conservés le baptême et l'Eucharistie. Les autres, c'est superflu. La première communion, je ne sais pas, le mariage, d'autres sacrements encore qui apparaissent superflus a priori. L'Eucharistie, c'est quelque chose d'assez central. On ne va pas s'en débarrasser. Suppression des vœux monastiques. Alors, plus besoin de prêter serment, de faire des vœux quand on entre comme moine. Alors, on laisse tomber ça. Et abandon du célibat des prêtres. Ça, c'est quand même un plus parce qu'on avait astreint les prêtres au célibat depuis longtemps, pas depuis toujours. Et comprenez que c'était des enjeux économiques qui ont déterminé ça. Parce que quand les prêtres se mariaient au début de l'Église et qu'à leur décès, ils voulaient laisser leur fortune à leur famille, cette fortune, ces propriétés, échappaient à l'Église. Alors, l'Église s'est dit, ce n'est pas économiquement rentable parce qu'on verse de l'argent, on pensionne, on donne un logis à notre prêtre, notre curé, notre évêque, mais à sa mort, ça va à sa famille, à sa descendance et ça échappe à l'Église. Alors, ça serait beaucoup plus rentable si ça restait entre nous, dans le patrimoine de l'Église. Alors, on va inventer cette idée un petit peu comme ça, là, sans trop penser à conséquences, que le célibat des prêtres était quelque chose d'essentiel. Mais avant, ça ne l'était pas. Mais tout d'un coup, on décrète que c'est essentiel. Et la raison est économique. C'est qu'on veut garder l'argent pour l'Église. C'est juste ça. Alors, les protestants se rendent compte que c'est un peu ridicule et se disent pourquoi est-ce qu'un prêtre ne pourrait pas se marier? Et du coup, ils vont instaurer ce régime qui existe encore aujourd'hui où les prêtres protestants peuvent très bien avoir famille et enfants. Ils ne doivent pas tout à l'Église. Hein. Alors ça, c'est un truc important qui va rendre cette religion-là drôlement plus sympathique parce qu'elle est beaucoup moins contraignante. Il va aussi introduire la messe en allemand, la messe en vernaculaire. Alors, une des choses qu'il défend, une des idées qu'il défend, c'est le droit à une messe dans une langue compréhensible et pas en latin, parce qu'on enseigne encore, on fait encore la messe en latin. Alors, il va militer pour qu'on puisse assister à la messe dans la langue de son choix. Et pour lui, c'est l'allemand, bien sûr. La réforme s'incarne en France parallèlement à ces efforts de Luther sous la forme de ce qu'on appelait l'évangélisme, un mouvement de réforme soft, beaucoup moins radical, incarné par Jacques Lefebvre d'Étaples, qui va entreprendre de traduire en français, lui, le Nouveau Testament. Alors, ce n'est pas quelque chose de tout à fait bien vu par tout le monde. Il va faire l'objet de condamnation. On va le lui reprocher. Mais il a pour lui une grande protectrice, Marguerite de Navarre, pas la reine Margot, mais la sœur du roi François Ier, qui voit d'un très bon œil ce travail de réforme et qui s'y associe. Alors, au départ, François Ier pense comme sa sœur que c'est une bonne chose, que l'Église a bien besoin d'être réformée et il n'y voit pas de problème. Mais à un moment donné, les esprits s'échauffent et on va plaquer sur la porte de la chambre du roi, je l'ai dit tout à l'heure, des placards contre la messe. Et là, c'est allé trop loin. Et là, ça va mener à un mouvement de répression. Mais jusqu'alors, le roi tolérait ça très, très bien. Il ne voyait rien de problématique à ce mouvement évangélique français qui visait une réforme douce de l'Église. Elle s'incarne aussi la réforme en France à travers Jean Calvin, qui va être à l'origine d'un mouvement protestant qu'on appelle le calvinisme, qui naît avec la publication du traité L'Institution chrétienne de 1535 et qui repose sur ces principes. L'unique source de la foi est l'Écriture sainte. Alors, laissez tomber toute la patrologie, tous les dogmes de l'Église, tous les conciles, les décrets du passé. La seule chose qui compte, la seule vérité, on va la trouver dans l'Écriture sainte, dans la Bible et pas ailleurs. Okay? Le reste, c'est des fadaises. L'humanité est indigne du salut. Lui croit très fort en l'idée de prédestination, croit très fort qu'on choisit pour nous, Dieu choisit pour nous qui va être sauvé et qui ne le sera pas. Et n'allez pas croire que c'est toujours désespérant parce que chez les calvinistes, on a le sentiment de sa grâce quand on réussit, quand on a dans sa vie un succès financier considérable, c'est le signe qu'on a la grâce. Et c'est pour ça que le calvinisme est associé assez étrangement à l'essor du capitalisme, parce que ça motive les gens
pour se rassurer eux-mêmes, pour se calmer leurs angoisses par rapport à la mort puis à la damnation éternelle, dire, écoute, si je réussis, c'est le signe le plus sûr que Dieu m'aime et que donc, que j'ai l'assurance d'avoir le salut éternel. Alors, ça va devenir un moteur du capitalisme et de l'entrepreneuriat parce qu'on se dit, j'ai tout intérêt à bien faire parce que ça va calmer mes angoisses existentielles. Ça va être la preuve la plus sûre, la plus certaine que Dieu m'aime et qu'il a choisi de me réserver une place au paradis. Alors, c'est une étrange association, et le calvinisme est donc un moteur du capitalisme à la Renaissance. 2 sacrements seulement sont retenus par Jean Calvin, le baptême et la communion. Alors, il va être condamné par l'Église catholique, puis par les autorités religieuses et politiques françaises. La réforme va être durement réprimée, on l'a dit, par les rois qui vont se succéder. Ça va engendrer une série de guerres civiles qui s'appellent les guerres de religion. Alors, c'est une série de 8 conflits qui ont ravagé la France de 1562 à 1598 et où le point d'orgue est ce fameux massacre de la Saint-Barthélemy dont on parlait tout à l'heure, qui aurait tué jusqu'à 30 000 morts, et j'ai même vu des chiffres plus gros que ça encore. C'est complètement fou, tout ça pour des questions de religion. C'est assez navrant de voir à quel point ça a été des guerres fratricides là, qui ont meurtri l'Europe de bout en bout. La réforme et l'humanisme vont opérer un profond renouvellement, tant formel et thématique dans les lettres françaises. Ça va laisser son empreinte sur l'esprit des gens et ça va marquer les œuvres de l'époque. On ne peut pas se détacher de ce qui se passe et Montaigne va faire état des guerres de religion dans ses essais. Il va être appelé à prendre position d'une façon ou d'une autre, timide parce qu'il sait à quoi il s'expose, mais quand même va s'exprimer là-dessus, va introduire un peu de relativisme dans tout ça. Il va même conseiller des rois. Henri III débarque chez lui, Henri IV aussi, à un moment donné, Henri de Navarre, pour prendre conseil chez cet homme qui est très estimé, déjà connu comme auteur des essais, qui est publié en 1580. Et c'est des mouvements qui sont étroitement liés. Réforme et humanisme vont marcher de pair. Et à la suite de ces guerres de religion et à la suite de cette réforme qui menace l'édifice de la chrétienté, on va introduire un autre mouvement qu'on va appeler la contre-réforme, qui va être une réponse à la réforme qui séduit de plus en plus d'esprits. Il y a de plus en plus de gens qui défroquent, qui abandonnent la religion chrétienne pour la religion réformée. Et c'est intéressant pour plusieurs raisons. Ce n'est pas vraiment si différent du christianisme tel qu'on le connaît. C'est juste une version améliorée à certains égards du christianisme. C'est comme ça que c'est présenté. Alors, pour éviter de perdre tous ses membres, l'Église va initier un mouvement de contre-réforme pour rendre l'Église sexy à nouveau. C'est l'impression en fait qu'on a et à travers un effort architectural, de production artistique, de toutes sortes de moyens de propagande, on va essayer de ramener les brebis égarées au troupeau parce qu'on en a perdu trop comme ça. Et au lieu de jouer le jeu de la confrontation, on va jouer le jeu de la séduction. On va rendre l'Église irrésistible. On va avoir envie de redevenir de bons chrétiens et de renoncer au parti huguenot. Voilà un peu ce qui se trame donc à cette époque. C'est là-dessus que je m'arrête. C'est déjà beaucoup trop de mots pour mon cerveau et le vôtre. Je mets fin à la présentation ici. J'arrête l'enregistrement et je vous dis bonjour et à la semaine prochaine.